Bonsoir à tous, bienvenue sur Twitch, bienvenue dans le Montpellier Sport Club, le huitième numéro depuis qu'on a lancé le concept il y a plusieurs semaines maintenant avec la ville et la métropole de Montpellier. Ravi de vous retrouver ce mercredi avec un horaire un tout petit peu inhabituel, décalé à 19 heures en raison, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, la Ligue des Champions ce soir avec le match du Paris Saint-Germain face à Aston Villa. On a décalé pour vous faire une émission de 19 à 20h30. Avec moi ce soir, Benjamin Psaume, notre consultant football, mais consultant sport du MSC. Salut Benji. Salut Bertrand, salut à tous. Également avec nous Maxime Reynaud du Midi Libre, journaliste suiveur du MHSC notamment, spécialiste, mais c'est pareil, Maxime Reynaud, il peut parler de tous les sports et ça tombe bien parce qu'on va pas parler que de football ce soir. Bonsoir Maxime. Salut Bertrand, salut à tous. Salut Max. Messieurs, au menu ce soir, un Jean-Louis Gasset qui jette l'éponge. On l'a vu ce week-end, totalement rincé par le vestiaire, par la série noire aussi qu'il ne parvient pas à enrayer. Jean-Louis Gasset, une nomination aussi, celle de Zoumana Camara qui est intervenu hier de manière officielle, premier parisien sur le banc de Montpellier depuis la création du club il y a 50 ans, puisqu'on fête le 50e anniversaire. Les coulisses de cette passation de pouvoir, ce que veut et peut changer Papus, comme on le surnomme dans le football, lui qui a signé pour 2 ans, la fin de saison plus 2 ans derrière. La première conf commune aussi avec Laurent Nicolin, président qui a retrouvé des couleurs, qui s'est dit lui-même totalement reboosté, notamment par l'arrivée de Papus Camara, l'envie de rectifier le tir notamment. On va en parler évidemment jusqu'à 20h30, mais à partir de 19h30, ça dépendra à quel moment notre premier invité souhaite nous quitter. On en aura deux des invités ce soir pour parler football et de Papus Camara. Ce sera Momo Chacha en direct à partir de 20h, grand formateur passé par le HAC, par l'Inter de Milan, actuellement membre de la direction technique nationale au Maroc. Il est formateur pour la DTN du Maroc et il a été surtout, c'est pour ça que ça nous intéresse, ce soir, l'adjoint de Papus Camara au Paris Saint-Germain en U19, saison 2021-2022, l'année où Papus Camara passait d'ailleurs son BEPF, le diplôme qui lui permet aujourd'hui de prendre les commandes de Montpellier. On a aussi un consultant invité ce soir qui s'appelle Geoffrey Dernis, que on a enregistré tout à l'heure, plutôt dans la journée, parce qu'il s'entraîne en ce moment avec l'Atlas Payade. Et Geoffrey Dernis a été le partenaire de Papus Camara à Saint-Etienne, saison 2006-2007. Il l'a côtoyé en tant que joueur. Ils sont restés assez proches et ils s'appellent de temps en temps. Et Geoffrey Dernis nous a dit tout ce qu'il avait pu voir déjà du caractère de Papus Camara quand il était à Saint-Etienne. Geoffrey Dernis, qu'on va pouvoir, je vais vous mettre un extrait tout de suite, et puis ensuite, je viendrai assaisonner l'émission de Geoffrey Dernis, un petit peu de Geoffrey Dernis tout au long de l'émission. Faut pas trop en abuser non plus. Faut pas abuser des bonnes choses, c'est ça. Il l'a côtoyé aussi, Benjamin Psaume, pas Papus Camara, mais Geoffrey Dernis. Comme joueur, Geoffrey Dernis nous a dit, on lui a demandé tout simplement ce que lui inspirait Papus Camara. Écoutez, c'est quelqu'un que tu peux que aimer en fait. C'est quelqu'un de très loyal, d'une gentillesse extrême. De toute façon, on l'entend à l'intonation de sa voix. C'est quelqu'un qui est très posé, très réfléchi, qui impose de par sa carrure, tu vois. C'est quelqu'un qui va pas forcément hausser le ton, mais qui va te faire comprendre ce qu'il a envie, tu vois. Là, moi, la seule fois que je l'ai vu énervé, j'avais plus envie de le revoir énervé. C'était très impressionnant. Mais par contre, il sait ce qu'il veut. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand j'étais à Saint-Etienne, c'est lui qui était défenseur central, c'est lui qui guidait un petit peu l'équipe, parce qu'on a toujours des pièces maîtresses, hein, bien sûr, dans une équipe. Et ben voilà, c'était vraiment un modèle. C'était vraiment le patron de cette équipe. Et aujourd'hui, je pense que il peut se servir de son expérience, parce que Papus, il a quand même une grosse expérience football et une grosse expérience en tant qu'adjoint avec des grands entraîneurs autour de lui. Donc, moi, je suis très content. Voilà, je suis très content de le voir à Montpellier. Je suis très content qu'on lui laisse sa chance, parce que je pense que ça peut faire quelque chose de bien. C'est quelqu'un que tu peux que aimer en fait. C'est quelqu'un de très loyal, d'une gentillesse extrême. De toute façon, on l'entend à l'intonation de sa voix. C'est quelqu'un qui est très posé, très réfléchi, qui impose de par sa carrure, tu vois. C'est quelqu'un qui va pas forcément hausser le ton, mais qui va te faire comprendre ce qu'il a envie, tu vois. Là, moi, la seule fois que je l'ai vu énervé, j'avais plus envie de le revoir énervé. C'était très impressionnant. Mais par contre, il sait ce qu'il veut. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand j'étais à Saint-Etienne, c'est lui qui était défenseur central, c'est lui qui guidait un petit peu l'équipe, parce qu'on a toujours des pièces maîtresses, hein, bien sûr, dans une équipe. Et ben voilà, c'était vraiment un modèle. C'était vraiment le patron de cette équipe. Et aujourd'hui, je pense que
il peut se servir de son expérience parce que Papus, il a quand même une grosse expérience football et une grosse expérience en tant qu'adjoint avec des grands entraîneurs autour de lui. Donc, moi, je suis très content. Voilà, je suis très content de le voir à Montpellier. Je suis très content qu'on lui laisse sa chance parce que je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Voilà pour Geoffrey Dernis, je crois que vous l'avez pas entendu, messieurs, mais par contre, on entendait tout ce que vous disiez pendant que on diffusait Geoffrey Dernis. C'est pas grave, c'est comme ça. Au début de l'émission, notre premier invité, c'est Julien Deljari, président du MHB. Bonsoir, Julien. On est heureux de vous avoir avec nous, Julien, parce que tout simplement, vous avez réalisé un gros coup hier avec le MHB, puisque le MHB, le club de hand de Montpellier, s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Vous êtes un grand connaisseur de cette Coupe de France, le MHB, comme club, puisque vous l'avez remporté à 13 reprises, je crois. Est-ce que c'est ça? 13 ou 16? C'est une bonne question. Là, tout de suite, je ne l'ai pas sous les yeux. Je l'ai quelque part. Ouais, c'est 13 succès en Coupe de France depuis 25 ans. Vous la dominez, cette Coupe de France. Et hier, vous avez battu Limoges et donc vous irez en finale à l'Accor Arena. Vous êtes un président heureux, très heureux, aux anges ce soir. C'est sûr que hier soir, on a passé une très très belle soirée et je félicite surtout le coach et l'équipe parce que le travail a été travaillé en amont et de façon très efficace puisque c'est dans les 10 premières minutes finalement que ça s'est joué avec une équipe qui est rentrée fort sur le terrain et qui a étouffé l'équipe de Limoges. Limoges après derrière a su rétablir un petit peu l'équilibre, mais c'était trop tard pour eux et on a su gérer le score du match jusqu'à la fin et surtout aller chercher cette qualification pour la finale de la Coupe de France. On va chercher l'Accor Arena Bercy, quoi, tout simplement. Et on y était il y a 2 ans et on n'y était pas l'an dernier. Il fallait qu'on y soit à nouveau. Ça faisait partie des objectifs du club. Maintenant, il y a un nouvel objectif, c'est de gagner. Julien, cette demi-finale, finalement, la logique a été respectée puisque privé Limoges, c'était un peu ce qu'on attendait. 13 confrontants, ils nous ont fait douter. La logique est quand même respectée, l'expérience notamment. Oui, c'est sûr. Après, c'est en quart de finale de Coupe d'Europe. C'est leur première histoire. Ils sont ici en demi-finale de Coupe de France. C'est leur première de leur histoire. C'est un club qui grandit chaque année et sur lequel il faut par hasard et il ne fallait pas qu'on tombe dans le piège. On est encore en lice sur tous les tableaux de toutes les compétitions que l'on joue. Donc c'est le genre de rendez-vous qu'il ne faut pas louper et surtout sur lequel il faut appuyer pour essayer après de ne pas perdre trop de force non plus parce qu'après les choses s'enchaînent. Maintenant, il ne fallait pas prendre de haut cet adversaire. On les avait battus de 10 buts chez eux il y a 2 mois, donc il y avait ce piège aussi de se dire ça va être aussi facile qu'il y a 2 mois, sauf que c'était en championnat, c'était un autre contexte. Ils avaient ça le comble, ils avaient une grosse ambiance, c'était chez eux, donc voilà, c'est sûr qu'on partait favori. Maintenant, il ne fallait pas non plus se voir trop beau et je pense qu'on a fait un match très sérieux. On peut applaudir, alors il y a beaucoup de joueurs qu'on peut applaudir, mais un grand Rémi Desbonnets notamment, il a fait 15 arrêts hier soir contre 5 pour du côté de Limoges. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été l'homme du match? Rémi a été exceptionnel. Hein. Oui, si on cherche un joueur à qualifier, on dira que Rémi a été l'homme du match. Mais un gardien en handball n'est rien sans sa défense. Et Karl Conan, qui tenait la défense très forte, a été très très efficace. Valentin Porte aussi, toujours en défense. Enfin voilà, des joueurs comme ça. Et puis après, on a quand même marqué 31 buts. Donc, c'est qu'on a certains joueurs qui se sont démarqués. Et surtout, voilà, c'est la victoire d'un collectif. Et je tiens surtout aussi à mettre en avant la victoire stratégique qui a été posée par le coach. Parce que techniquement, voilà, on est rentré dans le match. On les a étouffés sur leur stratégie. Et ça a été travaillé en amont par le coach et de façon très forte, quoi. Ouais, c'est vrai. Messieurs, évidemment, si vous avez une question à poser à Julien Deljari, vous n'hésitez pas, le président du MHB qui est avec nous ce soir. On a Anne sur le chat, je commence à regarder les messages évidemment, qui nous dit vive le handball, elle est très heureuse de vous avoir président ce soir. Merci. Patou également qui nous rejoint, Julie, Cédric, voilà, il y a des questions, il y aura des questions notamment sur l'événement caritatif, j'y reviendrai tout à l'heure, que vous allez organiser la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera pile pendant le Montpellier Sport Club, donc je pense que Julien Deljari, son objectif de la saison, c'est d'abattre le Montpellier Sport Club parce qu'il a organisé cet événement avec JPP
au même horaire que nous. On y reviendra tout à l'heure. Vous allez avoir un adversaire évidemment en finale. On le saura d'ici quelques heures, puisque le match, la deuxième demi-finale, va se disputer ce soir entre le PSG et Chambéry. Bon, sans jouer les oiseaux de mauvais augure pour les joueurs de Chambéry, on a tendance à penser quand même que pour le PSG, ce serait une formalité. Est-ce que vous le pensez aussi, Julien? Oui, évidemment. Alors, juste une petite statistique, tout à l'heure on parlait un peu des records. C'est notre 18e finale de Coupe de France et c'est un record dans le handball. Donc, c'est sûr que c'est très très bien et on en est très fiers. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, le favori de l'autre demi-finale, c'est Paris, puisque le match se joue à Paris contre Chambéry. Donc, on ne sait jamais ce qu'un match peut donner. Une demi-finale sur un match, tout peut arriver. Maintenant, honnêtement, si je devais parier sur le match, même s'il ne faut pas parler de ça chez nous, mais si je devais parier sur le match, je parierais sur le Paris Saint-Germain. Après, je vais vous dire aussi que les 2 dernières finales que l'on a gagnées à Bercy, c'était face au Paris Saint-Germain. 2013-2016, on a battu le Paris Saint-Germain dans une équipe où il y avait des Thierry Omeyer, des Nicolas Karabatic, Mikel Hansen, ancien meilleur joueur du monde. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, peu importe l'adversaire, on y va pour gagner, en tout cas pour représenter notre ville, notre métropole, notre région, et surtout après, derrière, pour dire à Montpellier, on doit gagner des titres. Depuis 2018, on n'en a pas, et c'est quelque chose qu'il va falloir gommer, et dès le 18 mai prochain. Et vous courez en effet après cette Coupe de France depuis 2016, 3 finales perdues, 2 contre Nantes, une contre le Paris Saint-Germain. Il y a Lucas qui dit c'est un peu l'objectif, j'imagine, pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Alors non, parce que le vainqueur de la Coupe de France n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Il n'y a que le championnat qui permet d'y aller, Président. Oui, parce que réellement, il n'y a qu'une place qualificative en Ligue des Champions et une deuxième place sur dossier validée par les instances européennes. Et du coup, la place est donnée aux champions. La Coupe de France qualifie sur la petite Coupe d'Europe, mais sur laquelle aujourd'hui on est placé pour être très certainement l'an prochain, puisque dans tous les cas on aura une des 2 Coupes d'Europe au vu du classement au moment où on parle. Alors c'est moi qui avais mal compris parce que Lucas avait dit plus tôt, Président, est-ce que vous pensez pour cette fin de saison qu'on peut shipper la seconde place à Nantes? C'est un peu l'objectif, j'imagine, dans un second message, pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc Lucas est parfaitement au courant de ce qui se passe. J'ai pensé que Lucas était un peu largué comme certains. Benjamin Psaume suivait mon regard, mais non, pas du tout. Il est très au fait, très au courant de ce qui se passe. On va parler du championnat. En effet, championnat où seul 2 équipes ont accroché le PSG cette saison, Dunkerque un match nul, Nantes aussi qui est parvenu à battre le Paris Saint-Germain. Vous faites partie de quel clan, Julien Deljarry? Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent en voyant ça, finalement le PSG est prenable, la preuve 2 fois, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent le PSG est quasiment intouchable car ça n'est arrivé que 2 fois? Les faits, c'est que sur les 10 dernières années, le PSG est champion 10 ans. Donc la réalité, c'est que pour les accrocher sur une saison, c'est colossal, le travail est énorme. Maintenant, moi je fais partie de ceux qui pensent que sur un match, tout est possible. Et donc aujourd'hui, sur une saison, l'objectif, c'est toujours de gagner face aux équipes qui sont en dessous de nous au classement, toujours gagner, rester invaincu, et ensuite de faire un exploit face à nos concurrents directs, Paris et Nantes. Ce qui fait qu'on est 3e aujourd'hui, c'est que face à Nantes, on a 2 défaites. À domicile, malheureusement, on a perdu et c'est ce qui fait qu'on aurait pu avoir cette 2e place aujourd'hui. Notre objectif, c'était d'avoir ces 2 matchs-là, Paris et Nantes, sur les matchs retour et de se dire, si on est derrière mais qu'on les bat chez nous, on repasse devant. Et donc d'avoir une petite finale face à Paris le 30 mai prochain. Bon, finalement, on a perdu face à Nantes, mais l'objectif de la 2e place est toujours bien présent. On n'est qu'à 1 point. On ne sait jamais, Nantes, ce qui peut arriver. Et honnêtement, quand on est chassé, ça met la pression. Pour l'avoir vécu l'an dernier, on était loin devant et puis finalement on se faisait chasser, on avait une pression, on a perdu quelques matchs et on est à 1 point de Nantes, on est à 4 points de Paris. Maintenant, on ne sait jamais ce que Paris peut faire. Ils sont qualifiés sur la finale de Coupe de France, ils ont des objectifs élevés aussi. Ils peuvent perdre un match et donc on pourrait avoir cette petite finale le 30 mai prochain à la Sud de France Arena. On lâche rien pour le championnat, c'est sûr, mais pour moi, peu importe l'équipe qui est en face, chaque match peut être gagné. On l'a vu sur la Ligue des Champions 2018, on ne venait pas en favori, on jouait contre le tenant du titre, et finalement on a gagné la Ligue des Champions. Moi, je suis certain que sur un match, tout est possible.
Il y a un autre Lucas qui nous rejoint là sur le chat, qui nous salue, qui vous dit bonsoir. Je crois qu'il est en Belgique, ce Lucas-là. C'est une spéciale Lucas ce soir. Il reste en effet 8 rencontres en championnat. Julien, il reste notamment en effet ce match face au PSG. Il y aura aussi le derby face à Nîmes. Est-ce qu'on est déjà dans le sprint final? Est-ce qu'on est dans la dernière ligne droite? Oui, on l'entame. Bien sûr, bien sûr. Bah après, de toute façon, je vais même vous dire que selon nos objectifs, chaque match est important depuis le début de saison. En se battant contre le PSG, en se battant contre Nantes, le sprint final, il commence dès la première journée, hein. Donc finalement, on est avec une vision à long terme dès le début de la saison. Et là maintenant, il reste 30% de la saison. C'est à peu près ça. Et c'est pour ça qu'il faut rester à l'affût de cette deuxième place, voire de la première, même si aujourd'hui, on a tous nos espoirs au minima sur la deuxième. Il faut rester derrière, il faut rester vigilant, mais il ne faut pas non plus perdre trop d'énergie là-dedans parce qu'on a une finale de Coupe de France. On a aussi un quart de finale de Coupe d'Europe qui nous amènerait au Final Four à Hambourg. Je le rappelle, dans le handball, les Coupes d'Europe se jouent demi-finale sur le samedi et finale sur le dimanche, donc sur un événement complet sur un week-end. Donc un quart de finale, c'est comme une demi-finale quelque part. C'est-à-dire que le quart de finale amène aux phases finales. Donc là, on a un quart de finale face à Porto en fin de mois, qui est très très important aussi, et qui nous amènerait aussi vers un potentiel titre européen. Donc il ne faut pas occulter ces rendez-vous-là, et en même temps continuer à gagner en championnat. J'ai une petite question, Bébert. Vas-y, Benji. C'est un petit peu la même qu'on avait posée à notre ami du volley, votre homologue. Est-ce que vous priorisez un objectif? Vous êtes donc sur un triple objectif, la deuxième place, la Coupe d'Europe et cette finale de Coupe de France. Est-ce que vous priorisez un objectif par rapport à un autre? Est-ce qu'il y en a un qui aurait une plus belle saveur, une plus belle valeur qu'un autre? Jusqu'à maintenant, je disais non. Parce que jusqu'à maintenant, je disais, on joue à Montpellier, on joue au Montpellier Handball. Nos objectifs sont élevés dans toutes les compétitions et on doit être compétitif jusqu'à la fin dans toutes les compétitions. Le résultat est que depuis 2018, on n'a pas de titre et qu'on ne se qualifie pas chaque année en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se doit de prioriser. Je pense qu'aujourd'hui, on se doit de mettre un accent sur certains rendez-vous bien en amont. Et pas attendre une semaine avant une finale pour en parler. Parce qu'on a d'autres matchs, d'autres échéances, etc. Donc ça va faire partie un petit peu de l'échange que je vais avoir avec les joueurs lundi. Évidemment que le championnat restera un objectif pour nous. Évidemment que le Final Four de la Coupe d'Europe restera un objectif pour nous. Mais aujourd'hui, quand vous êtes à 60 minutes d'un titre, ça doit devenir votre priorité. Et donc notre priorité, à partir de lundi, en tout cas de l'échange que j'aurai avec les joueurs, elle sera sur cette finale à Bercy, à Paris. Et puis si on se qualifie au Final Four aussi de la Coupe d'Europe, sera sur le Final Four de la Coupe d'Europe. La réalité, c'est qu'un titre a beaucoup plus de saveur, en tout cas chez nous, qu'une qualification en Ligue des Champions. Donc moi, aujourd'hui, ce que je priorise, c'est à 60 minutes d'un titre, c'est le titre. Évidemment. Une ligne au palmarès. Vraiment une ligne de plus au palmarès. Exactement, on en a besoin parce qu'on sait que le club aujourd'hui est ancré dans le monde du handball et même dans le territoire de Montpellier. Aujourd'hui, on compte à côté du foot, à côté du rugby. Donc, quelque part, se qualifier sur une Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe, c'est sûr qu'on préfère la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ça fait 30 ans d'affilée qu'on se qualifie sur des Coupes européennes. Donc, quelque part, on est ancré et on est là où on doit être. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui nous manque pour relancer la machine telle qu'elle était il y a 10 ans, c'est de regagner des titres. Et ça doit être la priorité de cette fin de saison. Et ce sera un vrai échec pour le coup, et on ne le souhaite pas, mais si vous finissez 3e et qu'il n'y a pas de victoire en finale de Coupe de France. Là, pour le coup, ce sera, vous considérez, Julien Deljari, que c'est une saison qui laisse un vrai goût amer. Ça laissera une frustration. De là de parler d'échec, je dirais que non, parce que si on est en finale de Coupe de France et qu'on va à Hambourg en Final Four de Coupe d'Europe, et en jouant dans les 3 premiers du championnat, ça reste une très belle saison. Il ne faut pas non plus minimiser la performance des joueurs. Maintenant, il est clair qu'il y aura une frustration parce que cette année, on s'est formaté pour aller chercher un titre, c'est certain. Ouais. Quel bilan vous faites, Julien Deljari, même si ça fait que quelques mois, mais à l'instant T de l'après-Canaillé, on voit que en termes d'objectifs, vous êtes dans les clous au mois d'avril, donc pour le moment tout va bien. Mais globalement, au-delà de ça, au-delà des résultats, quels enseignements, est-ce que la vie est difficile sans Patrice Canaillé?
Alors, le bilan, je dirais excellent. La vie difficile sans Patrice, non, parce qu'on s'est organisé et que, bon, on savait que Patrice allait partir, donc on l'a pas appris aussi du jour au lendemain. Et l'année dernière, j'ai passé une saison entière à dessiner et à construire le Montpellier Handball sans Patrice Canaillé, sachant que j'en avais déjà des idées en amont, puisque je savais qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Donc, c'est quelque chose que j'ai préparé pendant une saison entière. Et puis, aujourd'hui, il y a une vraie mise en place sur deux volets différents, parce que je rappelle que Patrice était coach, mais aussi manager général du club. Donc, il a fallu restructurer au niveau du club la partie administrative et gestion du club, gestion un petit peu des coulisses. Et il a fallu aussi, derrière, avoir un nouvel entraîneur qui soit sur les objectifs, calé sur les objectifs et partageant les valeurs du club. Aujourd'hui, le choix d'Eric est un choix dont je suis très satisfait. Je l'étais déjà avant de le recruter. En plus, on travaillait même la saison dernière, alors qu'il ne travaillait pas au Montpellier Handball, on travaillait déjà au recrutement des joueurs, à la préparation de l'effectif, etc. On se voyait au moins une fois par mois, donc je savais son implication. J'étais convaincu, moi, qu'il prendrait le rôle et qu'il prendrait au sérieux et que ça matcherait. Maintenant, c'est toujours les faits qui parlent. Et la réalité, c'est que première partie de saison réussie, c'est prise de poste réussie auprès des joueurs, auprès du club, auprès des partenaires, auprès des actionnaires. Au bout de 6 mois, j'ai beaucoup de retours très positifs et de gens, sans que je pose la question, me disent Eric, c'était le bon choix. Et ça, c'est une bonne chose. Et la meilleure des choses, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve l'accord Arena, donc Bercy, pour une finale de Coupe de France. On est qualifié en quart de finale de Coupe d'Europe. On se bataille à un point de la Ligue des Champions sur le championnat. Donc les faits parlent pour lui. Et puis dans le vestiaire et en amont, je peux vous assurer que cela aussi parle pour lui et que le choix d'Éric Maté était le bon choix et que dans l'administratif, être en lien avec l'ancien directeur général adjoint qui est passé directeur général du coup à la place de Patrice, ils font le travail. Pour moi, l'après Patrice Canaillé a été rondement mené. Et puis aujourd'hui, on est sur un fonctionnement positif sur le club et sur lequel j'ai pas besoin d'intervenir toujours, parce que je dirais même moins qu'avant, parce que tout le monde fait le travail qu'il faut de partout. Et pour moi, c'est une vraie satisfaction. On a pas mal de messages là sur le chat. Il y a Lucas qui disait Nîmes MHB en avant-dernière journée, ça va être chaud, surtout quand on va jouer la seconde place du championnat. Cédric qui nous dit peut-il nous parler des institutions, des valeurs du MHB, comment il l'inculque aux nouveaux joueurs qui arrivent au club et qui ne connaissent pas grand-chose au grand MHB des années passées, des années 90 notamment, dit Cédric, ainsi qu'aux jeunes. Et est-ce qu'il existe, ça rejoint cette question, mais on peut commencer par ça, est-ce qu'il existe un garant de l'esprit MHB au club et notamment chez les joueurs? Il y a Lucas qui dit j'imagine que c'est Valentin Prat, présent quand même depuis 2016, même s'il n'est pas de la région. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr que Valentin, aujourd'hui, en tant que capitaine, c'est celui qui insuffle les valeurs du club, mais il est épaulé par beaucoup d'autres joueurs. Un joueur comme Yanis Laine, même son frère, Arthur Laine, parce qu'Arthur est formé au club. Donc pour lui, le Montpellier Handball, pour le moment, c'est toute sa vie. Après, la réalité aussi, c'est que quand on le peut, on privilégie de signer professionnels des joueurs du centre de formation. Et on a des jeunes qui jouent depuis qu'ils ont 15 ans, 12 ans, 11 ans au MHB. Ouais. Donc les valeurs du club, quelque part, elles sont inculquées en amont. Et derrière, elles arrivent dans le vestiaire. Et quelque part, c'est même des fois les joueurs qui arrivent de l'extérieur qui sont surpris parce que c'est à eux, et des fois on parle de mercenaires ou autres, chez nous on n'en a pas et on n'en veut pas, et quand il y en a qui viennent dans cet état d'esprit, ça ne matche pas. Et du coup, c'est à eux de se mettre dans les rangs des valeurs du club qui sont exposées dans le vestiaire. On parle beaucoup de vestiaire parce que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qu'on voit, c'est les joueurs. Mais quand vous venez chez nous, vous rentrez dans le siège, vous avez les valeurs du club qui sont affichées, et quand vous voulez travailler, même au MHB, mais même sur un service commercial, administratif, peu importe, les valeurs du club vous sont inculquées dès que vous rentrez dans le club, avec des objectifs et des précisions très précises sur ces valeurs-là, comment les faire transpirer. Et donc, en fait, ces valeurs, finalement, vous les avez dans les bureaux, dans le vestiaire, sur le terrain. Et ces valeurs qui sont l'engagement, qui sont la performance, l'ambition, mais aussi le partage, l'innovation, voilà, ces valeurs-là, elles ont du sens à tous les étages du club. Et effectivement, chacun est garant
Et le capitaine l'est encore plus, étant capitaine depuis le départ de Michael Guigou en 2019, pardon. Donc aujourd'hui, ça fait quand même, c'est important pour lui, sachant qu'il va bientôt dépasser les 10 saisons chez nous. C'est ça. Je note, on ne sait jamais, vous avez dit si on veut postuler, donc on ne sait jamais. Je prends quelques notes. D'autres questions, évidemment. Vous êtes... tiens, il y a des questions sur le recrutement, sur l'effectif. Cédric, notamment, le hand est beaucoup dans l'anticipation. Les effectifs sont construits très en amont. Ça n'empêche pas quelques incertitudes ou quelques ajustements comme c'est le cas en ce moment, c'est ce qui se dessine avec, il y avait quelques questions, vous les aviez évoquées notamment dans une interview au Midi Libre sur le remplacement éventuel de Lucas Pelas qui sera convalescent, sur la volonté ou pas de faire venir un pivot supplémentaire, sur le départ ou pas de Lucas Guigon. Quelles sont les réponses que vous pouvez nous apporter ce soir sur ces 3 sujets-là? Aujourd'hui, alors il y a des choix qui sont à faire à ce niveau-là et ils étaient sur plusieurs volets différents. Le premier, c'était qu'est-ce qu'on fait avec Lucas Pelas? Est-ce qu'on remplace ou pas sa blessure aujourd'hui qui court jusqu'à peu près octobre, maximum novembre. Donc c'était pour 2 mois et demi, même si chez nous, chaque match est important. Après, c'était quelle valeur on voulait donner sur un poste de 3e pivot. Est-ce qu'il fallait chercher de l'expérience? Ou est-ce qu'il fallait prendre des jeunes du centre de formation, comme on parlait tout à l'heure, pour continuer un petit peu à faire grandir notre centre et aussi inculquer les valeurs du club et les faire perdurer. Et Lucas Guigon faisait partie un peu de cette équation, c'est-à-dire que au milieu de tout ça, il y a le budget. Donc si on va chercher vers l'extérieur pour remplacer avec des joueurs d'expérience, forcément, on a un budget qui est limité. Ce qui a fait qu'on a aujourd'hui, on prend la route, alors encore à fignoler, à terminer, puisque les joueurs vont passer dans nos bureaux vendredi pour qu'on en discute. Mais aujourd'hui, la route que l'on prend exactement, c'est la signature de nos 2 jeunes du centre de formation, donc Lucas Guigon et Matteo Caille. Donc Lucas Guigon arrière droit et Matteo Caille qui sera pivot. C'est la route que l'on prend pour échanger avec eux, pour aujourd'hui valoriser notre formation et valoriser aussi l'entrée de joueurs qui connaissent le club parfaitement et portent les valeurs du club. Ce qui fait qu'on ne remplacerait pas Lucas Pelas, mais on a des jeunes au club qui peuvent le faire sur quelques matchs. Et on a Kylian Pratt aussi qui peut rendre des services ailier arrière. Sur 3 mois, ça peut se faire. Et puis, on aura un peu moins d'expérience sur un poste de 3e pivot, mais ça reste un poste de 3e pivot. Et puis, quelque part aussi, l'image avec nos supporters, avec notre formation, la valorisation de la formation ici en région Occitanie, etc. Enfin, voilà, c'est aussi ça qui est rentré dans notre ligne de réflexion. Très bien, et ça veut dire que demain matin, dans Midi Libre, les lecteurs liront, comme l'a révélé Julien Deljarry dans Montpellier Sport Club. Maxime Reynaud, il est déjà aussi en train de taper sur son clavier. C'était une interview d'ailleurs très intéressante que vous aviez donnée il y a quelques semaines dans Midi Libre. Vous aviez notamment aussi évoqué la salle. Il y a des choses à dire sur la salle aussi du MHSC, ça intéresse les supporters de la Paillade, puisque c'est révélé ce soir, article de Vincent Couture dans Midi Libre, que le maire de Pérols va déposer un nouveau dossier 1 an et demi après celui qui a été retoqué pour que un casino, le label station balnéaire puisse être offert à la ville de Pérols, puisque un office de tourisme qui est la condition sine qua non, une des conditions sine qua non, va être installé prochainement dans la ville de Pérols, et donc il dépose le maire un nouveau dossier, ce qui permettrait, si station balnéaire est validée, de pouvoir accueillir un casino et donc éventuellement de faire le stade à Pérols avec le fameux casino souhaité par la famille Nicolin, parce que c'est évidemment une très grosse rentrée d'argent de nature à rassurer les investisseurs. Pour vous, Julien Deljarry, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup plus d'avancées que ce que vous aviez dit dans Midi Libre, à savoir des discussions toujours avec la métropole. Oui, nous, on est plutôt tributaire de la décision de la métropole, puisque c'est un stade public, on est d'accord. Donc, même si aujourd'hui, le club a donné des garanties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a dit qu'on était capable de faire baisser les subventions à hauteur de 500 000 euros et d'augmenter le loyer à hauteur de 500 000 euros, quelque part d'apporter 1 million d'euros par an. Donc, si le stade en vaut 40, sur 40 ans, on l'a payé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, mais il restera la propriété de la ville. Et la ville, aujourd'hui, avance ses frais. Et donc, forcément, c'est à eux que revient, en tout cas à la métropole, que revient cette décision. Mais on a des échanges assez réguliers. Et aujourd'hui, ce que j'ai dit dans Midi la dernière fois, moi, je suis plutôt rassuré parce que
effectivement, il y a eu des annonces. Effectivement, on a dû rétro-pédaler, mais parce qu'il y a eu des difficultés qui n'étaient pas maîtrisables. Quand il y a eu un premier projet sur le FDI Stadium, il y a eu un collectif de riverains, des avocats, énormément de remous autour de ça qui a fait qu'il a fallu faire machine arrière. Qui aurait pu le prévoir? Personne. Et après, derrière, quand on fait un deuxième G à la place du Zénith, et ben, c'est des budgets qui explosent parce que du coup, c'est salle aussi de concert. Et que après, derrière, ben, vous avez l'État qui annonce qu'ils vont retirer des sous sur les collectivités et que derrière, ben, c'est la crise. Donc, ça aussi, qui aurait pu le prévoir? Personne. Donc, moi, aujourd'hui, je sais que la métropole est en train de travailler sur un autre projet. Je ne peux pas encore exactement parler d'où et de comment et de pourquoi, mais je sais qu'ils y travaillent, donc j'ai confiance dans les services et surtout dans les échanges réguliers que je peux avoir avec Christian Assaf, qui est représentant au sport de la métropole, et avec Mickaël Delafosse aussi. Il y a une volonté qui est affichée. Moi, je leur fais confiance parce que je vois les services travailler derrière. Maintenant, j'espère surtout qu'on va arriver enfin à trouver le bon endroit et la bonne formule assez rapidement pour la figer et qu'après, derrière, on n'est plus qu'une question de timing sur des dépôts de permis et des travaux à réaliser, quoi. On va passer au foot dans un instant, Julien Deljari et Maxime Reynaud et Benjamin Psaume. C'est vous qui nous permettez de faire le trait d'union, justement, puisque du hand et du foot, il va y en avoir au FDI Stadium, je le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, mercredi soir. Match hybride et caritatif au profit de Neuf de Cœur, l'association de JPP, Jean-Pierre Papin. Hilton sera sur le terrain, je crois, avec notamment David Ginola, Mamadou Niang, des Marseillais. Alors, les Payadins, je le sais, les Payadins se disent, mais pourquoi des Marseillais sur le terrain du FDI Stadium? Alors, il faut comprendre, et j'en ai parlé dès la première conférence de presse pour éviter justement cette problématique et de potentiels accrochages. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Laurent aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, la JPP et le MHB, c'est une histoire qui date depuis une dizaine d'années. Il était venu voir des matchs à l'Arena et en fait, on a des liens communs parce que il fait sa cyclo JPP tous les ans pour Neuf de Cœur à la station des Carreaux. Et la station des Carreaux, c'est là où nous, on va faire notre préparation estivale pour la saison suivante. Donc en fait, on s'est rencontrés, on a déjà échangé, il était venu voir des matchs. Et on a décidé, après échange, de faire grandir un peu notre partenariat. Nous, on avait le fonds de dotation du Montpellier Handball qui grossissait. Et du coup, JPP a décidé et a acté qu'on serait sur le maillot de la JPP. Donc, depuis 3 ans maintenant, il y a le logo du fonds de dotation du Montpellier Handball sur voilà, les cyclos et tous ceux qui font la cyclo JPP. Et on a décidé d'aller un peu plus loin cette année. Et on s'est dit que le gala qu'on fait depuis 3 ans, qui fonctionne très bien, mais qu'on faisait un peu en catimini avec des entreprises qui venaient juste pour des ventes aux enchères, mais cette fois-ci, on allait la faire publique avec JPP pour monter un événement pour lui, pour son association, qui soutient quand même les familles atteintes de défaillance neurologique quand même, qui c'est pas une petite association et c'est quelque chose quand même qui est important, un sujet important. Et en fait, on a décidé d'en faire un événement public et privé parce qu'il y aura quand même les ventes aux enchères après, mais un événement public sur lequel JPP invite ses amis et nous, en fait, on récupère les légendes du club pour jouer contre, avec. Voilà, l'idée, c'est de faire un match caritatif intéressant pour tout le monde. Et la réalité, c'est quand même que JPP, il a quand même un peu plus de liens avec l'OM, et donc forcément que ses amis à lui et ses proches, eh ben, c'est David Ginola, il y aura Djibril Cissé, c'est Mamadou Niang, c'est Benoît Cherou, c'est Rod Fanny, c'est Souleymane Diawara, et ce qui est bien aussi, c'est que c'est Vito Hilton qui a porté les couleurs du club. Et ça, c'est très bien. Voilà. Et pas des moindres, en effet. Bon, bravo, merci beaucoup Julien Deljari pour tout ça. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir donné du nouveau sur notamment l'effectif du MHB. Bravo pour la qualification pour la finale de la Coupe de France. On sera de tout cœur avec vous, évidemment, à l'Accor Arena. Et j'espère que vous viendrez 3 jours plus tard, c'est un dimanche, la finale, nous présenter le trophée dans l'émission. C'est votre mission. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation et ce moment agréable. Merci beaucoup. À bientôt, Julien. Merci. Et bonne fin de saison. Julien Deljari, le président du MHB. Il y a tout à coup un petit problème de son. J'entends. Oui, j'ai des soucis de grésillement.
Il y avait d'autres messages. Bon, on va passer au foot, messieurs. Le foot et la paillade à présent. 21e défaite pour Montpellier. Cette fois, c'était face au Havre. Et cette fois, Jean-Louis Gasset a dit stop sans que son président ne parvienne à le dissuader d'arrêter. Ça s'est passé lundi. Laurent Nicolin aurait préféré que Gasset aille au bout de sa mission. Il lui a dit, information qui nous a été révélée, il lui a demandé de continuer, mais et il n'était pas très heureux que Gasset arrête, mais le coach n'en pouvait plus, rincé, lessivé. Laurent Nicolin a donc appelé Camara à la rescousse. Camara qui était déjà pressenti, c'était dans les tuyaux, mais plutôt pour cet été. D'ailleurs, tiens, il y a une petite info, petite indiscrétion qui n'a pas forcément été révélée, mais oui, Gasset avait sans doute, enfin, pas sans doute, Gasset avait soufflé le nom de Camara qu'il avait connu au PSG, mais il se trouve aussi que l'agent de Zoumana Camara est l'agent de Michel Derzakarian. Donc il y avait un lien entre Laurent Nicolin et cet agent qui donc avait placé Michel Derzakarian. Il n'a pas toujours été son agent, mais sur la fin à Montpellier, il était son agent. Tout simplement, votre sentiment d'abord. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, Benji? Est-ce que c'est une bonne chose que le futur coach arrive plus tôt que prévu? Je sais que tu étais partisan de ça, du fait qu'il arrive plutôt en ce moment plutôt que cet été. Je suis en fait, ça fait un moment que je n'avais pas été en accord avec une décision du club. Et je le réclamais depuis chaque mercredi, je te réclamais que dès que ça allait être vraiment officiel, il fallait de suite gagner du temps. Et j'ai été le premier satisfait déjà de libérer Jean-Louis Gasset. On aurait dû le faire après Saint-Étienne quand on lui a demandé l'histoire de la bougie, on en avait parlé, qu'elle a été rallumée par certains joueurs, tout ça. On aurait déjà dû le libérer à ce moment-là. Ils ont attendu la débâcle de ce week-end encore, on va en parler, pour voilà, nommer quelqu'un d'autre. C'est ce que je réclamais, donc je suis très satisfait. Déjà du timing de la nomination de Camara, qui va pouvoir bien évidemment gagner du temps, bosser, anticiper beaucoup plus que s'il arrivait pendant l'intersaison, et surtout se rendre compte aussi où il a mis les pieds, parce qu'on en parlera aussi tout à l'heure de tout ça. Mais pour une première sur un banc professionnel, on peut dire qu'il commence par du très très lourd en termes de management, d'investissement, de vie de vestiaire et de situation économique d'un club. Donc il commence par du très très lourd. Le timing est très bon. Après, on parlera du choix de Papus Camara plus en détail. Jean-Louis Gasset, il est allé au bout de ses idées, Max. Il est allé au bout de ses nerfs aussi, sans doute. Alors, voilà, c'est un échec. La mission est ratée. Sans doute que c'était peine perdue. Sans doute qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux, même si certains diront que sa méthode, la méthode empruntée, c'est-à-dire faire confiance au cadre et tenter, en espérant une reconnaissance du ventre, par exemple, d'un Cazerie ou d'un Delors qu'il a fait revenir, Delors, qu'il a accepté de faire revenir au moment de la soirée des 50 ans, ou d'un Cazerie qu'il avait entraîné à Saint-Étienne. Cette méthode n'a pas fonctionné. Il est peut-être là son principal échec, entre guillemets, mais quoi qu'il arrive, il était rincé. D'ailleurs, Laurent Nicolin dit un truc absolument dingue hier, enfin, à mes yeux, cette phrase que j'ai relevée d'entrée, il dit il a arrêté avant que ses mots ne dépassent sa pensée. Ça rappelle évidemment Mendy qui nous disait avoir été à deux doigts d'en emplâtrer. La situation, ça traduit quand même une chose, c'est que la situation du vestiaire et du club, on le sait, elle est grave. Du vestiaire, on a confirmation. Et Jean-Louis Gasset n'en pouvait plus. Oui, clairement qu'il en pouvait plus. Il était écœuré. On sentait conférence de presse après conférence de presse que ça montait et que c'était de plus en plus dur pour lui de tout simplement de continuer sa mission. Après, je te rejoins pas totalement sur le fait que sa méthode est reposée sur l'utilisation des cadres. Moi, je me pose plutôt la question, est-ce qu'il avait d'autres choix que faire ça finalement? Ça reposait sur quelque chose de plutôt simple, c'est que Michel Derzakarian avait commencé avait terminé en les mettant de côté. Donc lui, il a joué sur l'esprit revanchard peut-être. Je pense que c'était une des seules cordes qu'il pouvait utiliser. Après, on a vu que dans le jeu, il a utilisé beaucoup de méthodes différentes. Il a commencé par essayer le jeu, tout simplement, de plus d'attaques placées, plus de contrôle du ballon. Puis il est revenu finalement à ce que faisait aussi Michel Derzakarian avec cet effectif, c'est-à-dire la transition. Et malheureusement, on lui a retiré les meilleurs joueurs de transition qu'il avait, Moussa Tamari ou Arnaud Nordin.
derrière, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait de toute façon pas faire beaucoup mieux avec ce vestiaire-là, avec cet effectif-là. On en avait parlé, je crois, au premier numéro, hein, de Oui. l'émission. On disait que cet effectif n'avait de toute façon pas le niveau dans cet état-là de la Ligue 1. On s'en est aperçu pour la suite. Je pense que c'est une fin logique, mais elle est triste par rapport à l'expérience du bonhomme, par rapport à l'historique du bonhomme. Je crois qu'il a jamais triché pendant ces 5 mois et demi. Nous, on n'a pas eu ce sentiment-là, en tout cas, et pas ces retours-là. Voilà, il aurait mérité une meilleure sortie, mais force est de constater que ce groupe-là n'avait pas les moyens et peut-être même pas l'envie de lui donner une autre sortie que celle-là. Lucas qui dit plusieurs entraîneurs ont dit des choses, les adjoints aussi, Jean-Louis Gasset aussi. À un moment donné, le problème qui gangrène le club, c'est certains joueurs qu'ils partent loin de notre club. Il y a Cédric aussi qui dit, quand on voit l'extrait de la séance d'aujourd'hui sur la match SCTV, t'as l'impression d'un coach éducateur d'une équipe de U19 avec des consignes sur l'orientation, les appels de la part de Papus. Je précise que ce n'est pas une critique pour le coach, mais c'est au contraire rafraîchissant. Et puis, au vu du niveau de certains, ça leur fera pas de mal de revenir aux bases du football. Julie également, je pense que n'importe qui n'aurait pas réussi, le mal était trop profond. Lucas qui disait, il commence en effet par du très lourd, je pense qu'il fait référence à l'aiguille sur la balance. Lucas qui dit aussi, un autre Lucas, on peut pas séquestrer quelqu'un contre son gré, le retour de JLG aura été en effet un échec, trop gentil, ça ne fonctionne pas avec ces joueurs actuels. Lucas, intéressant aussi que Hélène ait dit que Michel Derzakarian avait lâché aussi et que ça ne lui ressemblait pas, ce groupe aura usé tout le monde. Puisqu'il parle de Laurent Nicolin, on peut dire 4 coachs en 4 ans, en effet. On peut dire un mot sur la conférence de Laurent Nicolin. J'ai eu plaisir, évidemment, à le voir rebooster, à le voir avec le sourire, à plaisanter sur l'histoire de sa veste. Militaire, commando, Marines, en train de partir au combat en disant s'il faut y aller, j'irai combattre, évidemment. Et j'ai eu aussi plaisir à entendre Laurent Nicolin aller peut-être encore plus loin que ce qu'il avait dit, Maxime, au Midi Libre. On sentait déjà un mea culpa et on sentait que certains acteurs du club étaient visés, des joueurs, mais pas que. Il le redit peut-être encore plus fort. On a laissé, il y a eu un laisser-aller, il y a eu des comportements qui n'ont pas été sanctionnés suffisamment tôt dans la saison. C'est une faillite des coachs, joueurs et direction. Donc lui, nous, il dit tout le monde a lâché, les cadres ont fauté, les jeunes n'ont pas pris le pouvoir, ils auraient dû. Et puis il dit, c'est pas l'heure du bilan, mais oui, il y a sans doute des gens en dessous de moi qui, je traduis sa pensée et ce qu'il a dit, hein, je schématise, mais qui grosso modo ne lui ont pas dit, Laurent, attention, le mur arrive, peut-être pas suffisamment fort, peut-être pas suffisamment tôt. En tout cas, il y a une prise de conscience, on le sent, de la part de Laurent Nicolin. Moi, je suis assez, j'ai regardé la conf comme tout le monde, je suis assez mitigé, Bébert. Je suis pas dans le même, je suis pas dans le même sens que toi. Par exemple, ta dernière phrase en disant peut-être qu'il y a des gens qui lui ont pas dit que le mur arrivait. T'es Laurent Nicolin, mais le mur, tu le vois arriver tout seul. En fait, t'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que le mur arrive. T'as assez d'expérience dans le football. Non, mais ça c'est une autre question, Benji. Ça, c'est une autre question. Moi, je suis en train de te dire qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Après, je suis pas en train de te dire qu'il n'aurait pas dû lui-même. Non, mais bien sûr, on n'est pas en train de parler de timing. Je dis qu'aujourd'hui, il acte des choses. Il est obligé d'acter des choses, mais pour moi, il les acte beaucoup trop tard. Parce que ce qu'il dit, c'est des choses que tout le monde, que ce soit supporter, suiveur du football, voit depuis des mois. Et nous expliquer maintenant que c'est foutu, qu'il n'a pas anticipé, qu'il n'a pas senti un peu les trucs arriver. Il ne peut pas revenir en arrière. Non, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est facile de dire après coup, voilà, il y a eu ça, d'exposer les faits qui se sont passés, mais de ne pas avoir anticipé en amont. J'ai trouvé ça un petit peu facile. Bien sûr, mais je préfère entendre ça, Benji, plutôt que de l'entendre dire non, tout va bien, on n'a rien à se reprocher, et c'est la faute à pas de chance. Non, mais il n'est pas fou non plus quand même. Qui va dire là? Non, mais on a parfois dans le passé entendu Laurent Nicolin pointer des coupables qui n'étaient pas forcément les bons. Là, j'ai l'impression qu'il a compris qui étaient les véritables responsables. T'as jamais vu Laurent Nicolin dans une situation où il est condamné à 6 journées de la fin, il a 15 points dans une saison. À ce point-là, on l'a jamais vu comme ça, réagir à des choses comme ça aussi. Donc c'est pour ça, moi. Vas-y, Max. Je pense, Benji, que tout simplement, Laurent Nicolin commence à dire des choses qu'il ne pouvait pas dire avant et qu'il se réservait le droit de dire. Je pense par exemple que sa phrase sur les cadres ont fauté, même s'il n'acte pas la descente en Ligue 2. Voilà, il l'acte pas officiellement ou publiquement. Tant qu'il y avait de l'espoir, il ne pouvait pas se permettre de dire ça pour garder son effectif quand même. Là, juste par cette petite phrase, il leur met quand même
Pour moi, ça ressemble au point final avec eux. Oui, il leur met un taquet sur la fin, mais Oui, combien de fois après, tu n'es pas obligé d'attendre d'être foutu pour moi. Hein, t'es pas obligé. Combien de présidents j'ai eu dans dans ma carrière? Quand on était en difficulté, ça pouvait arriver au mois de janvier, ça pouvait arriver quand tu faisais une mauvaise série. Ouais. Il pointait les mecs du doigt, il envoyait. Mais les présidents que j'avais eu, moi par exemple, j'ai fait beaucoup de descentes, malheureusement, ils n'attendaient pas qu'on soit condamné pour régler les comptes et envoyer sur tout le monde. Parce que ça, c'est une réaction quand c'est trop tard. Moi, j'aurais peut-être aimé qu'il pointe du doigt un peu plus, qu'il envoie un peu plus sur les cadres avant pour voir s'ils réagissent. C'est les entraîneurs Non, qui mais ont c'est essayé de évident. le faire un petit peu. Mais Après, j'aurais aimé voilà, j'ai déjà dit que pour moi, le principal défaut, si on doit lui en attribuer un à Laurent Nicolin, c'était d'avoir été trop gentil et trop naïf avec certains. Il en a un autre, Laurent Nicolin. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est un trait de caractère. Ça s'appelle l'orgueil. C'est quand même très présent à la paillade et il a peut-être aussi été, entre guillemets, dans le déni longtemps parce que il ne voulait pas croire ce qui était en train d'arriver. Et il a aussi été peut-être comme un Jean-Louis Gasset dans l'espoir qu'on lui rende ce qu'il avait donné. Et j'ai ce sentiment. C'est là que je veux y en venir, Bébert. Excuse-moi, Max. C'est là que je veux en venir. Pour moi, cette saison, j'ai l'impression que ça a été un déni de la direction, peut-être un peu moins les entraîneurs, ça a tourné, et surtout des joueurs qui, pour moi, j'ai l'impression dans leur attitude, dans leur déclaration, on a encore eu quand même un joueur qui est venu en conf il y a 15 jours nous dire qu'il n'était pas inquiet. Et j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé, et je te le dis tout le temps, je vous le dis tout le temps, la vie d'un vestiaire n'est pas la même que l'extérieur. J'ai l'impression qu'on a été dans un déni toute la saison où on s'est toujours dit à un moment donné, ça va tourner, ça va passer, ça va tourner et ça va le faire, ça, on va y arriver, on va avoir le coup de patte. Jean-Louis Gasset nous dit on va avoir le coup de patte de caserie, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on a été dans un déni pendant toute la saison. C'est à la fois un déni, à la fois une forme de naïveté. Et moi, là, un autre exemple de cette naïveté, c'est croire que la décision de la commission de la LFP va peut-être sauver d'une certaine manière le club, va donner un dernier espoir. Mais si ça repose sur une décision qui te permet de jouer 35 minutes alors que pendant 60, tu n'as pas été capable de battre cette faible équipe de Saint-Étienne, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes au club et pas que joueurs et pas que dirigeants, enfin tout le monde, on va dire, qui s'est voilé la face toute la saison. Ouais. On est d'accord. Il y a des messages là. Il y a Lucas qui dit l'impression qu'on a perdu ou gâché 5 mois avec JLG, même si Jean-Louis Gasset, même s'il a essayé. Vouloir mourir en famille, ça n'était pas un projet. Florent qui dit le même regret, ne jamais savoir si, avec ce choix plus tôt, celui de Papus Camara, nous en serions là aujourd'hui. Lucas qui dit aussi toutes les personnes extérieures lui ont dit, vous à la radio, les ultras, les supporters, mais il faudrait tout ça et c'était la faute des autres et des réseaux sociaux en permanence. Ça rejoint la question du déni. Il y a Boucle d'Or qui dit trop gentil le Lolo. Il y a Lucas aussi, vous lui avez dit, il vous a rembarré, c'est braqué. Oui, à une époque, en effet. Cédric, on revient au besoin d'un garant de l'esprit payade, de l'institution au club avec du pouvoir. Florent qui dit aussi, qui nous questionne, quid du directeur sportif, car j'entends et à juste titre qu'on tape sur le coach et le président, mais le directeur sportif dans tout ça, aucune déclat, aucune décision, il est où à part au Muchacha. Il me dit, je ne sais pas s'il va au Muchacha, mais en tout cas, la vérité, c'est que moi, on a déjà parlé de Bruno Carotti dans cette émission. J'ai été nuancé quand il s'agit de recrutement parce que je pense qu'il a fait des coups. Je pense aussi qu'il en a raté des monumentaux récemment. Moi, ce que je regrette le plus de Bruno Carotti, en effet, c'est qu'il soit si discret. C'est que Bruno Carotti n'ait pas été dans le vestiaire cette saison. Benji, tu as été dans des vestiaires. Il n'y a pas que le président qui parlait. Le directeur sportif, il prenait des joueurs à part, il prenait des joueurs entre quatre yeux, il allait parler dans le vestiaire, il tapait du poing sur la table, il était présent, il se montrait. Là, c'est sûr que quand on parle de manque d'autorité dans ce club et d'institutions fébriles, faibles, en faillite et qui n'étaient plus là où elles devaient, pour moi, le directeur sportif a un vrai rôle et une vraie responsabilité dans tout ça, en effet, parce qu'il est aussi là pour faire que le vestiaire ne parte pas en vrille comme ça a été le cas depuis plusieurs mois. Je pense que ça ne fait pas partie de ses attributions. Ouais. Alors, c'est un problème. C'est ce que j'allais dire. C'est notre fonctionnement. C'est le même métier qu'un directeur sportif dans un autre club. Techniquement, on dit directeur sportif, mais ce n'est pas du tout la même fonction. Puis Bruno Carotti, on s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas proche réellement des joueurs. Il n'intervient pas dans le vestiaire. Il ne parle pas publiquement ou aux joueurs. Ouais, mais Laurent,
Nicolin, alors c'est peut-être un fonctionnement qui est mis en place, comme tu dis, Max, mais je pense que Laurent Nicolin aurait besoin d'être épaulé parce qu'il ne peut pas non plus, en tant que président, avoir les yeux partout, au centre de formation, l'équipe première, les matchs, le foot. Je pense qu'il aurait besoin d'un Bruno Carotti qui soit plus présent. Alors, c'est une question, Bébert, mais moi, je pense que plutôt, c'est peut-être l'inverse. Parce que si Laurent Nicolin dit à Bruno Carotti, tu vas commencer à être plus présent et tout, c'est son patron, il va le faire. Moi, je pense que c'est peut-être Laurent Nicolin qui adore tellement être proche d'un vestiaire sur le banc et des joueurs, qui fait ce rôle-là. Mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs quand tu regardes les autres clubs. On va parler de Papus Camara quand même, mais vas-y, termine. Quand tu regardes les autres clubs, un petit peu ce qui se passe dans les grands clubs et compagnie, tu as toujours un mec qui fait le lien entre les joueurs et le club. Voilà, parce que certains joueurs n'arriveront pas à aller parler directement à Laurent Nicolin, au grand patron, et tu as toujours un gars qui remonte les infos du vestiaire, la mentalité, ce qui se passe dans un vestiaire, qui remonte au club, et quand le club a des messages à faire passer à un vestiaire, quand c'est pas l'entraîneur, c'est parfois le directeur sportif. Et c'est ça qui manque un petit peu. Tu sais qu'on a un ami, un ancien Payadin, qui a signé dans un club pour avoir ce rôle-là, un gros club qui joue demain contre Manchester United, exactement son rôle est de faire la passerelle, le lien entre le club et les joueurs, Daniel Congré et les joueurs, quand ils ont quelque chose à remonter à Textor ou à Prud'homme, passent par Daniel parce que voilà, ils sont beaucoup plus à l'aise pour faire passer les choses. Et c'est un rôle qu'on n'a jamais vu au MHSC. Et Lucas disait, on est le seul club de France où le directeur sportif ne s'exprime pas, c'est hallucinant. Florent qui disait exactement, on l'a vu avec, on voit Létang, on voit Benassia, on en voit plein d'autres, mais lui, il y a d'autres clubs où on n'entend pas parler non plus beaucoup les directeurs sportifs, hein, au TFC ou d'autres clubs. Oui. Bon. Oui, en effet. Mais je dis pas ça pour excuser. Moi, on en a régulièrement parlé ensemble, Bertrand. J'ai jamais compris ce silence de la part de Bruno Carotti. Ouais. Non, moi je ne comprends pas non plus que Bruno soit pas capable de parler de certains dossiers. Alors peut-être qu'en effet c'est pas ses prérogatives, mais il y a des dossiers à Montpellier, des dossiers de joueurs. Quand vous lui demandez, ça fait pas partie de son rôle. Il a des dossiers et il y en a d'autres qui lui échappent. Et ça, c'est pareil pour un directeur sportif. Je pense que vous appelez n'importe quel directeur sportif en France, il est capable de parler de tous les dossiers, de vous informer sur tous les dossiers. Bon, on pourra reparler de Bruno Carotti d'ici la fin de saison si vous le souhaitez. Mais juste, excuse-moi Bertrand, mais tu as vu à la conférence de presse que Laurent Nicolin l'a plusieurs fois nommé. C'est ce que j'allais dire. Absolument. Et ça ressemblait d'une certaine manière à une façon de le construire. En tout cas, pour l'avenir, il va construire avec Zoumana Camara au plus près le groupe professionnel. Ouais. Zoumana Camara, justement, messieurs. Montpellier qui s'ouvre de nouveau après Dalloglio à l'extérieur, ça signifie quoi selon vous? Est-ce que ça signifie que Laurent Nicolin, comme on le dit, a ouvert les yeux sur les défaillances internes et donc sur le système Payad et que peut-être, oui, il fallait aller au bout de cette idée de laisser sa chance à un coach extérieur, à un œil neuf, à des idées nouvelles? Est-ce que ça traduit ça? Est-ce que ça traduit aussi la volonté d'aller vers la modernité avec un coach jeune, 46 ans, tout juste diplômé? Qu'est-ce que ça signifie pour vous alors qu'on avait le sentiment que Laurent Nicolin avait peut-être rétropédalé après l'épisode et l'aventure Dalloglio? C'est ce que tu dis. Je pense que Dalloglio, c'était déjà une première tentative de s'ouvrir. Je pense que Laurent a eu véritablement cette volonté avec Olivier Dalloglio. Ça s'est mal passé. Là, il revient peut-être à ce qu'il a véritablement envie de faire, donner une autre identité peut-être à Montpellier, s'ouvrir effectivement ce que tu dis sur peut-être un foot un peu plus moderne ou un peu plus peut-être avec plus de jeunes, peut-être Zoumana Camara incarne ça. D'autant que j'ai souvenir d'une discussion, Benji, je ne sais pas si tu t'en souviens, on était, alors je ne sais pas s'il nous entend, il a disparu, mais je vais dire ce qui s'était passé. Laurent Nicolin, qu'on avait reçu plusieurs fois dans l'émission à la radio, et un jour, on discute avec Laurent Nicolin avant ou après une émission. Je crois que c'était après, il avait liquidé Olivier Dalloglio, et j'ai souvenir que Laurent Nicolin, quand il liquide Olivier Dalloglio, il le fait à contre-cœur. Il le fait sous la pression populaire, il le fait parce que les résultats sont pas là, mais j'ai souvenir, Benji, que Laurent Nicolin, devant les locaux de la radio, on discute avec lui avant qu'il s'en aille, et il nous dit, comme ça, les gens ont eu ce qu'ils voulaient. Mais lui, c'était pas son souhait. Tu avais ce sentiment-là aussi, non? Oui, parce qu'il avait une affection particulière.
Et je pense qu'il a vu son équipe jouer sous Dalloglio avant que ça décline, hein. Il a vu jouer son équipe comme il avait rarement vu jouer son équipe. Parce que les 6 premiers mois de Dallo sont exceptionnels. J'en parle encore. Je me régalais à regarder les matchs. On était aux portes de l'Europe. On se régalait. Et c'est vrai que c'est. Alors, c'est particulier pour revenir sur le débat Alors, déjà, les gars, est-ce qu'on l'appelle Zoumana ou Papus? Qu'est-ce qu'on fait pour le. Parce que je sais pas. On lui a pas demandé hier, c'est vrai. Je, La question On a le pas voit été les posée. deux. on va dire, enfin, je ne veux pas faire trop intime avec lui, parce qu'à part jouer contre lui, je crois, je ne le connais pas. Mais on va dire pas plus, ça va plus vite. Quand vous dites c'est bien, c'est une nouvelle ouverture, on repart, on a l'impression qu'on repart sous Dalloglio, ou on tente Non. quelque chose d'extérieur et compagnie. Mais quand Laurent Nicolin m'explique qu'il y a toujours Printemps qui sera adjoint et Victor Hilton, tu te rends compte aussi qu'on garde quand même une part de Payade, parce que vraiment tout neuf de l'extérieur avec d'autres méthodes de travail. Donc c'est bien. Pas Qui plus. sera sans doute le cas la saison prochaine, hein. Ghislain Printemps reste pour la fin de saison, mais sans doute pas sur la saison d'après. Ouais, Un directeur de la performance va arriver. Il va peut-être s'entourer voilà, pour le moment, il l'a dit hier, hein, pas plus Camara. Il vient avec son adjoint Nicolas Damon. Il va faire un audit. Il va regarder pendant 6 matchs. Il va commencer à faire des choix qui seront ceux dictés par ses volontés futures. Et il va s'installer tranquillement. Et puis à l'intersaison, il y a sans doute aussi des choses qui vont bouger parce qu'il aura fait son premier bilan. Et il pourra aller voir Laurent Nicolin qui d'ailleurs a dit ma porte est ouverte avec tous les coachs et s'il me propose quelque chose, je dis jamais non. Donc il ira le voir au mois de juin ou au mois de juillet. Et puis autour d'une entrecôte, il lui dira bah voilà, j'aimerais bien modifier ça, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Là, moi, ce que j'espère, j'ai pas senti ça sur Olivier Dalloglio. Oui, d'accord, il avait l'appui de Laurent Nicolin, mais je crois qu'il n'avait pas l'appui de tout le monde au club, Olivier Dalloglio. J'ai l'impression qu'il ne faisait pas l'unanimité. J'espère que, quitte à nommer un entraîneur extérieur, bah on donnera à Papus Camara, tiens, les clés du camion, maintenant, débrouille-toi, va au bout de tes idées, mets-les en place. J'espère qu'il ne sera pas bridé. J'espère qu'il pourra amener des joueurs. J'espère qu'on ne lui dira pas non sur une sentinelle quand il aura envie de la recruter, parce qu'il y avait ça aussi avec Olivier Dalloglio. Et moi, j'espère qu'on ne fait pas venir Papus Camara pour voilà, le brider. J'espère. Michel Dazakarian aussi a réclamé la sentinelle et l'a pas eu. Oui, il y en a plein qui l'ont pas eu. Personne n'a eu. mais déjà, je trouve que rien que le fait que Zoumana Camara arrive, alors il a bien précisé, ça sera de manière sporadique. Donc il faudra qu'on nous explique exactement la fréquence, mais d'avoir quelqu'un chargé de la performance qui vienne, pour moi, j'ai envie de le prendre comme déjà un signe d'évolution en profondeur, parce que cette question de la cellule performance, on l'avait évoqué un jour avec Laurent Nicolin il y a 3 ou 4 ans, et à l'époque, il n'était pas trop question. On l'avait évoqué à l'occasion de la venue du RC Lens, qui a été un des premiers clubs à se doter, notamment avec l'Aveyronais Laurent Bessière. Je ne fais pas du lobbying, mais Laurent Bessière qui aujourd'hui est à l'OGC Nice, d'une vraie cellule de performance avec kiné, sophro, etc. Et ça, Montpellier a pris du retard sur cet aspect-là, que ce soit dans l'aspect nutrition, psychologique, avec préparation mentale, etc. Est-ce que ça, c'est un signe aussi d'une nouvelle ouverture vers ce qui se fait aujourd'hui dans le foot de très haut niveau? J'espère. De par son expérience, parce que c'est formation PSG quand même, il a côtoyé des grands entraîneurs. S'il peut apporter un tout petit peu au MHSC, alors il ne sera pas les mêmes moyens, mais s'il peut de ce professionnalisme, de ce qu'il a pu en côtoyant les grands coachs, s'il peut le faire, ça, bien évidemment, on prend avec grand plaisir. C'est sûr, c'est sûr. Il y a une chose aussi, c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que son caractère peut coller avec celui de la Payade. On a demandé à Geoffrey Dernis, alors je vais le diffuser. Tout à l'heure, ça n'a pas marché. Ouais, j'espère que ça va fonctionner. Vous allez me dire. J'espère que ça va fonctionner. J'aimerais bien qu'on entende Geoffrey Dernis. J'ai enregistré tout à l'heure. Geoffrey Dernis sur du coup le caractère de Papus, qu'on dit un peu faux calme, qu'on dit très tranquille, force tranquille, pas un aboyeur, mais plutôt quelqu'un qui explique les choses. Il l'a dit hier d'ailleurs, c'est dans sa communication. Ce qu'en dit Geoffrey Dernis, qui avait le regard, qui était son partenaire. Après, on demandera à Momo Chacha, qui va se connecter dans pas longtemps, j'espère, qui lui l'a côtoyé en tant qu'adjoint quand il était au PSG entraîneur. Mais là, d'abord, quel est le caractère de Papus Camara et est-ce que ça peut coller dans une Payade où on est plutôt habitué au Michel Derzakarian, au Jean-Louis Gasset, au Mézy. Voilà, on écoute Geoffrey Dernis. J'espère, ça fonctionne. Dites-moi. Ça dépend. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné.
Donc, quelque part, aujourd'hui, est-ce que ce discours-là ne passait plus parce que ça ne plaisait plus? Peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas les réponses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Papus n'aura pas besoin de hausser le ton pour faire comprendre ce qu'il veut. Je pense sincèrement que s'il y a quelque chose qui va lui déplaire, il va le faire comprendre. Non pas forcément en haussant le ton, il va expliquer les choses avec ses habitudes, avec son calme, mais si tu ne veux pas le faire, ça passera pas. Ça passera pas, tout simplement. Voilà. Nous, quand on était à l'entraînement et qu'il y a des choses qui ne nous plaisaient pas, il n'avait pas besoin d'hausser le ton. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Récemment, tu as eu deux phénomènes, Cyril Jeunechamp, Monsieur Mendy. C'était des durs, tu vois. Ben, pas plus, c'était ça. Il te le disait une fois, deux fois, tu veux pas comprendre, ben, je vais te faire comprendre. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, c'était quelqu'un qui pouvait te rentrer dedans en disant, je t'ai expliqué un truc, tu veux pas m'écouter, je vais te faire comprendre. Ben là, c'est un peu le même système avec son calme. Mais il va expliquer en disant, écoute, tu vas le faire ça, écoute-moi bien ce que je te dis. Ok, tu veux pas le faire, pas de souci. Tu vas rester sur le côté, mon grand. Moi, je le vois vraiment gérer comme ça. Et j'adore ce genre de personnage parce que justement, t'as pas besoin de t'énerver. Alors après, s'il doit hausser le ton, il le haussera, tu vois. Je vais pas te mentir. S'il doit hausser le ton, il l'a déjà fait. Dans le vestiaire, je me souviens d'un match où il avait complètement explosé. Je t'assure que quand tu le vois énervé une fois, t'as pas envie de le voir énervé deux fois. Donc il est capable de le faire. Mais c'est pas sa principale préoccupation. Lui, il veut vraiment régler les choses. Et j'ai écouté aussi sa conférence de presse et je pense qu'il a tout dit. Aujourd'hui, il vient, il sait très bien dans quel groupe il met les pieds. Il prépare les saisons à venir, quelle que soit la saison où il va être, mais il veut déjà faire un bilan pour finir la saison. Et à partir de ce bilan-là, il fera ce qu'il a à faire. Voilà, Geoffrey Dernis, il nous dit que Papus Camara, il n'aura pas besoin de hausser le ton, que il n'est pas comme ça, c'est pas un aboyeur, mais par contre, quand il a fallu hausser le ton parfois dans le vestiaire à Saint-Étienne, c'est arrivé. Et quand il dit les choses, il se fait parfaitement comprendre. On va voir ce que nous en dit Mohamed Chacha qui nous rejoint. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, désolé pour le retard. Non, aucun problème. On dit Momo Chacha. Moi, j'ai toujours appelé Momo. Tout le monde dit Momo Chacha dans le football. Direction technique nationale au Maroc avec le rôle de technicien formateur, ancien formateur d'envergure au Havre, passé aussi par l'Inter de Milan et ancien adjoint de Papus Camara saison 2021-2022 au Paris Saint-Germain. Vous aviez ensemble les U19. Vous avez fait, si je ne dis pas de bêtises, Momo, vous avez fait demi-finale du championnat de France avant la finale et avant le titre qu'il est allé ensuite chercher. Momo, quel souvenir te vient en tête, toi, quand tu repenses à cette saison à ses côtés, à cette demi-finale du championnat de France, et puis à ce coach que tu as côtoyé qui n'en était pas encore là où il est aujourd'hui, mais que tu voyais qui était en devenir, parce qu'en plus, c'était une année importante. Il passait son diplôme qui lui permet aujourd'hui d'entraîner Montpellier. De très bons souvenirs. C'est une année, je vais dire, une belle expérience pour nous deux, surtout pour moi, parce que ça m'a permis de revenir dans ma région parisienne et dans un club de très haut niveau. Lui qui l'a côtoyé depuis un certain nombre d'années, puisqu'il a fini sa carrière là-bas, il a commencé sa carrière d'entraîneur là-bas. Il y a beaucoup de souvenirs qui remontent, mais le premier, c'est que je pense que ce n'est pas le même entraîneur que j'ai connu il y a 3 ans. Il a dû se construire et s'améliorer encore sur ces dernières années. Mais c'était déjà quelqu'un de bien préparé, qui avait anticipé sa reconversion dans ce domaine-là, et il savait où il voulait aller. Il a démarré avec des U19, un groupe assez pléthorique en termes de qualité, puisqu'il y a beaucoup de joueurs actuellement qui évoluent dans les grands championnats européens. Et c'est une saison où nous deux, on s'est régalés. Nous deux, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai appris à le découvrir au quotidien. C'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'instinct. Il sent le vestiaire, il sent l'équipe, il sent le football. J'espère que ça sera de même avec une équipe professionnelle. Alors, on était en train de parler de son caractère et de son management. On était en train de dire qu'on voit un garçon très calme, très posé, très réfléchi. Geoffrey Dernis nous a dit qu'en tant que joueur, il savait aussi hausser le ton quand il fallait, qu'il n'avait pas forcément besoin de le faire pour qu'on le suive et qu'il fasse adhérer à son discours, que s'il fallait écarter, prendre des décisions, mettre de côté certains joueurs qui ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, il savait le faire. Est-ce que tout ça, c'est traits de caractère, c'est ce que tu as constaté en tant qu'entraîneur adjoint de Papus Camara? Papus, il dégage une image de personne très réfléchie, très calme, très posée. Mais au fond de lui, c'est quelqu'un qui a été aussi capitaine. Donc, il y a eu aussi des moments où il a haussé le ton avec le groupe U19 qu'on avait ensemble. Je vais vous donner une anecdote. On a joué City, un match important de Youth League, un match de poule pour se qualifier pour le 8e de finale. On a 2 garçons qui arrivent en retard à la causerie parce qu'ils ne prennent pas le bon ascenseur.
Et ça ne l'a pas empêché de changer l'équipe et de les mettre sur le banc et d'avoir gagné 3-1 à City et de s'être qualifié de cette manière-là. Donc ça, c'est une preuve qu'il est capable de prendre des décisions assez fortes. Mais c'était formateur pour les jeunes. Mais aussi, il a des moments où il hausse le ton dans le vestiaire pour remettre l'équipe dans le bon sens. Et n'oubliez pas que c'était un ancien défenseur. Et je pense que pour jouer à ce poste-là et au niveau où il a joué, il faut quand même un caractère bien trempé. Est-ce que tu penses que cette rigueur et cette intransigeance dans le travail qu'il a appliqué au U19, il l'appliquera de la même manière aux professionnels parce que c'est son premier poste? Oui, mais c'est pour ça que j'en profite aussi pour féliciter les dirigeants du Montpellier Hérault de lui avoir donné sa chance. Il attend ça depuis un certain moment. Il a eu des opportunités. Il saisit celle-ci avec un grand enthousiasme, comme je le connais. Mais il ne fera pas de cadeaux, de sentiments. C'est quelqu'un déjà qui est très juste, qui a une façon d'analyser et de réflexion importante, ce qui fait que s'il prend des décisions, il expliquera à l'ensemble du collectif et aux joueurs concernés. C'est quelqu'un qui est, avant d'agir, il a une faculté d'adaptation et d'analyse qui lui permet d'être souvent très juste. Et donc, quand on est juste, l'ensemble du groupe le suit. Ouais, c'est ça aussi. Maxime Reynaud, Benji, vous n'hésitez pas évidemment. Des messages sur le chat pendant cette émission. Benji? Moi, je voulais discuter un peu avec Momo de l'aspect un peu plus tactique. Genre, je sais que je pense que au PSG, vous jouiez dans le système le même. En général, on fait ça que la première, que tout ça. Mais est-ce qu'il a des schémas préférés, des principes de jeu? Alors, il nous a parlé à ça. Là, il nous a parlé qu'il n'allait pas faire de la conservation à outrance comme vous pouvez le faire au PSG avec Montpellier, ce qui est logique. Mais est-ce qu'il a un schéma préférentiel? Est-ce qu'il c'est un adepte du 3-5-2 comme c'est à la mode? Ou est-ce qu'il a un système qu'il préfère plus qu'un autre? Bon, il a navigué sur la saison où j'ai collaboré avec lui, il a navigué entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1. On a aussi fait des animations défensives en 3-5-2. Où il est intéressant en tant qu'entraîneur, c'est qu'il met les joueurs dans des positions préférentielles pour s'exprimer et pour utiliser le potentiel des joueurs. Donc, il l'a fait avec les jeunes. Donc, ça a été assez remarquable parce qu'il a fait évoluer certains jeunes, même très jeunes. Il a fait jouer des U16 en U19, en Youth League. Et il a été champion avec les U19 du Paris Saint-Germain. Avec une équipe professionnelle, je pense qu'il fonctionnera de la même façon. C'est quelqu'un qui utilise des systèmes assez hybrides. Voilà, en fonction des problématiques que l'adversaire va lui poser, il s'adaptera, puisque lui, c'est quelqu'un qui analyse énormément les adversaires, qui a une bonne relation avec les analyses vidéo, et surtout, il voit très vite les détails qui permettent sur des sorties de balles, il peut faire une sortie à 3, une sortie à 4, une sortie en utilisant le gardien un peu plus haut. C'est des choses qu'on a vues avec les 19 et que j'espère sur ces 6 matchs, il aura le temps de les construire et de les mettre en place. Donc, il ne faut pas être surpris en fonction de l'adversaire, mais il ne faut pas être surpris qu'il ne soit pas le même système un week-end sur l'autre en fonction de l'adversaire. Tout ça. Quand il va trouver les positions optimales des joueurs, son 11 de départ, je pense qu'il ne changera pas de système, mais il va l'animer. Il va l'animer pour que ça bouge énormément. Ça, il a du boulot. Il l'a dit, j'interviens, bonsoir Momo, il l'a dit hier à la conférence de presse de présentation, et moi j'ai beaucoup aimé son discours par rapport à ça, sur sa philosophie. Finalement, il a beaucoup parlé de pragmatisme, d'adaptation aux joueurs, d'adaptation à l'adversaire, d'adaptation au contexte. Finalement, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Maintenant, après, il faut réussir à le faire et que ça fonctionne surtout. Mais j'ai l'impression déjà sur les 2 premiers entraînements, il a été très présent de ce qu'on a pu voir. Il est beaucoup intervenu. Et je crois, mes collègues qui étaient ce matin m'ont rapporté qu'il les avait fait pas mal suer. Beaucoup de physique, les joueurs ont terminé un peu carbonisés sur la fin du second entraînement de Papus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de positifs, en tout cas sur ses premiers pas. Oui, mais il faut noter que la situation où il arrive à Montpellier, c'est à peu près la même que quand il a pris les U19 du PSG, puisqu'il a eu 5-6 mois pour observer le potentiel du centre de formation en tant que coordinateur du centre. Et ensuite, il a anticipé la saison d'après avec des petits changements. Un staff, parce qu'il m'a fait arriver. Et puis, je pense que ces 6 matchs, cette fin de saison, va lui permettre de bien préparer la saison prochaine.
Ouais, sans doute. On a sur le chat là des supporters qui nous disent Boucle d'Or, j'espère que la charge de travail sera plus importante. On a Cédric aussi qui disait combien de séances par jour avec Papus. Alors il y a une question qui lui a été posée hier en effet en conférence de presse, c'est si le travail allait gagner en volume, notamment il y avait une référence qui était faite à Maxime Estève qui a quitté Montpellier et qui disait que à Montpellier on arrivait en gros à 9h du matin et qu'à midi on était parti. Papus Camara, lui, il arrive du PSG où les joueurs au Paris Saint-Germain passent quasiment la journée sur place. Donc c'est sûr que c'est différent. Est-ce que c'est transposable? Est-ce qu'on peut mettre ça en place à Montpellier? Je sais pas, mais c'est sûr que tous les indicateurs de performance, le haut niveau, ça va forcément, il va forcément avoir envie d'élever les choses, Papus Camara à Montpellier en arrivant. Ouais, il va s'adapter au contexte montpelliérain. Je pense que il lui reste 2 mois pratiquement, et ces 6 matchs-là, il y sera dans l'obligation, je pense aussi, de créer certaines choses pour évaluer son effectif, prendre le pouls sur les joueurs qui considèrent dans l'état d'esprit pour finir cette saison et aussi se projeter sur la saison d'après. Donc, ne soyez pas surpris, je pense que s'il double les séances, mais ça, ce n'est pas une sanction, c'est surtout pour travailler et voir l'attitude des joueurs à travers les séances qu'ils proposent en termes d'intensité, de rigueur et de discipline. Il va être choqué. Hein. Il va être choqué parce que après, c'est des moments où ici, c'est des joueurs qui aiment pas bosser depuis des années. C'est le souci qu'on a au club. C'est des joueurs qui ont du mal, pas tous, c'est une partie. Mais il y en a certains cette saison qui ont rechigné à travailler. Et ça va leur faire bizarre de tomber sur quelqu'un qui va apporter ça. Et c'est là, mon inquiétude est peut-être un peu là. C'est comment ça va réagir dans le vestiaire. Il y a aussi un vrai sujet à Montpellier cette saison, Momo. Malheureusement, c'est le poids de certains qui n'est pas optimal. Ça rejoint ce que je viens de dire. Hein. Ça rejoint ce que Exactement. Je viens de dire. Et est-ce que sur ça, tu as souvenir chez les U19 que la balance est toujours sous son bras comme est-ce qu'il est très exigeant aussi par rapport à ça? Parce que c'est sûr on sait qu'il y a des joueurs à Montpellier aujourd'hui et Michel Derzakarian l'avait dit dans la presse, il avait dit des Caseries, des Savanier, des Delors, on le voit aujourd'hui, on le sait avec Benji. Et ben voilà, ils sont pas du tout à leur poids de forme. Est-ce que sur ça, Papus Camara, il va laisser aller ou pas du tout? Laisser aller, je pense pas. Il aura une certaine exigence, comme il l'a eu depuis le début de cette reconversion d'entraîneur. Maintenant, c'est aux joueurs de savoir ce qu'ils souhaitent. Et lui, il sait expliquer les choses. Donc là-dessus, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est formidable pour faire avancer un groupe et des joueurs. À lui de trouver les bons mots pour motiver ces joueurs-là à avoir la bonne attitude, entre guillemets, professionnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs, même s'ils sont en surpoids, s'ils sont performants le jour du match, pas plus il les utilisera pour faire gagner le Montpellier Hérault. Il y a aussi une chose, c'est que Papus Camara, on le sent à travers ce que tu nous dis, à travers sa conférence de presse hier et à travers ce que nous a dit aussi Geoffrey Dernis, c'est qu'il a côtoyé à Saint-Étienne en tant que joueur, c'est qu'il a des valeurs fortes, importantes, des principes et personne ne lui met à l'envers. Geoffrey Dernis, il nous racontait qu'il y avait une embrouille avec un joueur pendant un match. Il a été très calme tout le match, Papus Camara, avec Saint-Étienne, avec un adversaire. Et à la fin du match, par contre, parce que là, pour le coup, il l'avait fait sortir de ses gonds, il est allé l'attraper. Il a gardé son sang-froid, il a fini son match, sauf qu'à la fin du match, il a vraiment voulu le choper. Et je ne sais pas si on se rend compte, parce qu'il a cette petite tête de nounours, d'adorable garçon, très posé, très poli, qui parle bien. Et là, j'ai vu une autre personne, où on était à 4 à essayer de le calmer, mais c'était tellement violent. Il est rentré dans le vestiaire. Je pense qu'il aurait pu arracher tous les choses qui étaient tellement il était énervé. Et sincèrement, t'avais pas envie de l'embêter, en fait, tu vois. Mais parce qu'en fait, et c'est même pas qu'il voulait en découdre physiquement, c'est qu'il voulait lui faire comprendre que ça se faisait pas de faire ça, en fait, tu vois. Le match était terminé, ça servait à rien à la fin du match de venir encore remettre une couche. C'est quelqu'un de très respectueux. C'est quelqu'un qui aime bien, entre guillemets, les choses claires et nettes. Il pouvait s'envoyer avec un attaquant durant le match. À la fin du match, c'était fini. Et lui, c'est ce qu'il va aimer. C'est-à-dire à l'entraînement, tu viens, tu te donnes, tu travailles, tu sais pourquoi tu viens. Et à la fin de l'entraînement, on rigolera. Mais pendant l'entraînement, tu rigoleras pas. Tu rigoleras pas. Même si on a l'impression qu'il fait tout tranquille ou quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un. Moi, quand je le voyais s'entraîner, il s'entraînait. Tu sais, c'est un très bon ami à Zlatan Ibrahimovic, tu vois. Et il pourra en parler. Et je pense que d'avoir côtoyé des joueurs comme ça, et c'était le premier à le dire quand il est arrivé en disant vous allez voir ce que c'est vraiment le sérieux. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler comme ça. C'est quelqu'un qui a vu aussi des grands joueurs réussir par le travail.
qui venait même encore plus que certains qui n'avaient pas prouvé. Donc, crois-moi sur parole, qui sait ce que c'est de travailler. Donc, on en revient à ta question initiale. Vaut mieux pas pour eux qu'ils le voient énervé. C'est quelqu'un à qui, voilà, on peut pas lui faire à l'envers. Non, pas plus. S'il vous donne une fois sa confiance et il avance avec des valeurs qui sont fortes, qui peut-être ont disparu dans le monde du très haut niveau au football, mais lui, c'est dans le travail, la loyauté et le respect. C'est des valeurs qu'il les dégage au quotidien. Il fait preuve d'une humilité importante et c'est une personne extraordinaire. Il fait l'unanimité partout où il passe. Geoffrey Dernis, il nous a dit ça aussi. Il nous a dit qu'il n'avait jamais vu de joueur qui faisait autant l'unanimité. Je te mets au défi de me trouver une seule personne dans tout ton réseau, dans tout ce que tu veux dans le monde du foot, qui te dira une mauvaise chose sur Papus. Et je te promets que si tu en trouves une, si tu me trouves une personne, je t'invite dans le plus beau resto de Montpellier. Et je suis persuadé que je te paierai pas un resto. Je te le paierai quand même par amitié, mais je ne te le paierai pas pour avoir gagné ce pari-là. Non, il faisait l'unanimité parce que partout où il est passé, encore une fois, c'est quelqu'un qui est bosseur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un, tu vois, quand il le dit, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Et c'est ça qui est fort chez lui. Il pouvait s'adapter avec le mec qui était introverti, extraverti, calmer les choses, rentrer dans l'art quand il fallait. Mais en fait, quand il s'est énervé, et encore quand je parle d'énervement, c'est pas quelqu'un qui aboie, c'est quelqu'un qui explique les choses. Mais en fait, il te l'explique pour te montrer, en gros, il a raison. Si tu fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Et je vais te prouver par A plus B que ce que je te dis, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, Papus, il fait l'unanimité dans tous les clubs. Moi, j'étais à Saint-Etienne avec lui. Il était respecté de tous dans le vestiaire, dans le club. C'était un exemple. C'est passé par l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, c'est pas n'importe qui. Donc, il sait ce que c'est le travail. Et la chance qu'il a, c'est qu'il est passé par l'étranger. Donc, à l'étranger, on travaille différemment qu'en France. Et je pense que tout ce qu'il a vécu, il peut le mettre en place à Montpellier. C'est absolument incroyable. Vas-y, je t'en prie. On lui souhaite de faire la même chose. Petite anecdote, parce que moi, j'étais à l'Inter de Milan quand il vient me chercher pour bosser avec lui. Donc, c'est l'année où il passe au BEPF. Il voulait un formateur qui avait l'expérience avec les jeunes. Donc, Bertrand, tu m'as connu au Havre. Donc, je lui ai amené cette possibilité d'avoir quelqu'un de fiable sur les séances quand lui s'absentait 10 semaines par an pour ce diplôme. Et on ne trouvait pas d'accord avec le Paris Saint-Germain. Lui, il a fait un effort pour que je puisse arriver en termes de salaire. C'est qu'il a baissé son salaire pour me le donner à moi, pour que je puisse arriver. Et ça montre la personne qu'il est. C'est beau. Ça se fait pas souvent en plus, dans le milieu. Ouais, ça c'est beau parce que moi, par exemple, je te dis la vérité, Benjamin Saul, on ne trouvait pas d'accord. On ne trouvait pas d'accord et moi, c'était hors de question que je lui donne quoi que ce soit. Je le dis tout de suite. Je suis bénévole, moi, je suis bénévole, c'est un plaisir. C'est la passion. C'est la passion. Momo, que ce soit lui, Papus Camara ou Habib Beye qui était dans la même promo du BEPF, on parle aussi d'entraîneurs jeunes, d'entraîneurs modernes. C'est quoi pour toi qui fait leur modernité, qui les distingue de vieux briscards qui ont aussi à une époque fait leurs preuves, comme Michel Derzakarian, comme Gasset, qui sont tout aussi respectables, mais ce sont des générations différentes. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui fait qu'un Habib Beye ou un Papus, ils ont des choses nouvelles, modernes, différentes? Ils se sont construits en tant qu'entraîneurs à travers ces diplômes qui sont déjà assez conséquents et pesants. Et vous savez, il y a toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées dans le football ces 10 dernières années en termes de data, vidéo. Et eux, c'est des coachs qui utilisent beaucoup ça. Et ça répond aux nouvelles générations de joueurs qui sont un peu téléphone, ordinateur. Donc, ce sont des coachs qui ont leur méthode. Ce sont des coachs qui sont ambitieux. Pour avoir la chance d'avoir côtoyé les deux et discuter avec eux, ce sont des coachs qui sont ambitieux et surtout qui savent s'adapter dans les contextes où ils vont travailler. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, cette génération qui arrive à s'adapter dans des contextes en cours de saison, puisque là, vous avez 2 coachs qui prennent une équipe en cours de saison, c'est sur ce petit court temps, je pense qu'on va trouver que des grandes qualités envers ces entraîneurs qui sont jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de qualité. Jeunes, mais travailleurs. C'est des garçons qui sont très travailleurs et qui savent s'entourer. Et ça, c'est important. Et vous verrez, Papus, il sait très bien s'entourer pour que son projet fonctionne. Il y a un truc aussi, Momo, moi j'ai tendance à le penser, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais ces entraîneurs-là, peut-être aussi qu'ils touchent davantage les jeunes. Alors, dans leur façon de communiquer, dans leur vocabulaire tout simplement, leur façon de communiquer. Il l'a évoqué hier. Ils sont proches. Ce sont aussi des entraîneurs qui
bien sûr, a été formateur récemment, mais qui, au-delà de ça, ce sont des entraîneurs qui parlent davantage aux jeunes parce que leur carrière est assez récente et donc il y a des jeunes, ils les connaissent. Ce sont des entraîneurs qui sont aussi consultants à la télé. Il y a tout ça et j'ai le sentiment que ce sont des entraîneurs qui arrivent davantage à toucher les jeunes générations qui ne sont pas faciles à toucher aujourd'hui. Exactement, mais c'est des entraîneurs qui comprennent les codes de ces nouvelles générations et surtout qui arrivent à leur donner confiance pour qu'ils puissent s'exprimer au maximum sur le terrain. Et c'est là où ils ont des points positifs et des grandes qualités en tant qu'entraîneur. Pas plus, lui, c'est quelqu'un qui déjà il a une attitude bienveillante envers tout le monde. Et quand je vous dis envers tout le monde, c'est du cuisinier au jardinier en passant par son staff technique et les joueurs. Et surtout, il a cette capacité d'écoute et d'analyse qui permet de redonner confiance à n'importe qui. Et ça, c'est des choses que je pense que ça ne s'apprend pas. Il a eu la chance de côtoyer très haut niveau pendant de longues années au Paris Saint-Germain. Il a fait des grands clubs en tant que joueur. Et c'est des choses qu'il met dans son sac à dos et qui vont lui permettre de vivre avec son groupe et de faire en sorte de donner de la performance aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, parce qu'il a aussi été un joueur qui a duré sur le terrain. Il a joué jusqu'à 35-36 ans. Hein. Ouais. Et ce qu'il a dit hier en conférence de presse, Maxime. Alors, je me suis laissé dire aussi que Nicolas Damon, qui va l'accompagner là pour qui est son premier adjoint qui débarque, il était pour le coup, lui, très dur, que ça criait beaucoup, que c'était un aboyeur, ce que n'est pas forcément Papus Camara sur le terrain. Est-ce que tu l'as déjà constaté hier, Maxime Reynaud, à l'entraînement? Est-ce que tes collègues l'ont constaté aujourd'hui? Alors non. Non, je ne l'ai pas constaté. J'ai senti plutôt de la discrétion pour l'instant sur les deux premiers entraînements. J'ai pas entendu beaucoup d'aboiements. En revanche, par rapport à ce qu'on disait sur la nouvelle génération, j'ai beaucoup aimé cette façon de Zoumana Camara de parler du rapport à la nouvelle génération où il fallait les convaincre plutôt que leur imposer, parce que la baguette avec eux fonctionnait, avait plus de mal à fonctionner, et qu'il fallait leur expliquer les choses en détail pour qu'ils se sentent investis en gros dans le projet. J'ai beaucoup aimé cette approche. Ouais, ça c'est bien, c'est la nouvelle génération. Je pense que ça va être un management participatif. Ça, il va sûrement faire participer, des fois, ça arrive. Il l'a dit d'ailleurs, il a utilisé le terme. Des fois, je sais que dans certains clubs, je n'ai pas très rien de secret, mais certains clubs, l'entraîneur, juste avant de rentrer sur le terrain, la dernière causerie, quand tu rentres de l'échauffement juste avant d'aller sur le terrain, ça se réunit souvent dans un vestiaire. Il y a certains entraîneurs, ils aiment bien changer chaque week-end la personne qui va s'adresser au groupe. Donc, tu peux avoir le plus taiseux, le plus jeune ou le plus ancien, ça change chaque week-end. Et je pense que ça peut être des pistes comme ça qu'il peut faire pour essayer de faire participer tout le monde, parce qu'il a raison. La nouvelle génération, sans faire l'ancien, maintenant, le bâton, ça ne marche plus. Parce que voilà, tout a évolué, tout a changé. Toi, ça marchait, toi, Non, mais moi, à l'époque, c'est une autre époque. Moi, mon foot, mon coach, il me tapait dessus. Il aimait bien. Ça, je l'écoutais, j'essayais de le faire. Mais maintenant, les jeunes, c'est plus comme ça. Et c'est vrai que de les faire participer, leur montrer qu'ils ont leur place dans les discussions, dans tout, leur donner aussi un certain rôle. Je pense que c'est la nouvelle génération qui fait ça et c'est intéressant parce que sinon, on a un souci, il y a toujours un décalage après les jeunes et les plus anciens. Et là, ça met tout le monde dans le même lot. Momo, tu voulais réagir par rapport à ça, Non, aujourd'hui, moi, je suis formateur, donc j'ai eu la chance de travailler dans divers pays, que ce soit en Italie, aux Émirats ou actuellement au Maroc. C'est sûr que maintenant, il faut donner du sens aux décisions qu'on prend, il faut donner du sens aux séances qu'on propose aux joueurs, parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents qu'à notre époque. Hein. Ils sont très, très réactifs, ils sont vifs d'esprit. Mais donner du sens, ça permet aussi de travailler dans ce que vous dites, la participation collective. Et lui, il a un management qui est orienté dessus. Quoi. Et après, il y a une chose, Momo, c'est que Papus Camara, là, il va entraîner pour la première fois en Ligue 2. On est quand même très loin du haut niveau, du Paris Saint-Germain qu'il a connu pendant 15 ans. Il s'est lié d'amitié avec certains joueurs, et notamment Zlatan. Donc là, on est sur le très haut du panier. En Ligue 2, il n'aura pas des ballons d'or. Est-ce que ça peut pas être une difficulté en plus du fait de découvrir le poste? Vous n'êtes pas encore en Ligue 2 mathématiquement. Ouais. Faut rester positif. Aujourd'hui, il va capitaliser sur ce qu'il va faire actuellement sur les séances et sur ces 6 derniers matchs. La Ligue 2, c'est un championnat qui est particulier, qui est différent de la Ligue 1. Il y a un écart important. Il y a un aspect athlétique qui est aussi important. Il va s'adapter.
Vous savez qu'il a eu des sollicitations pour aller en national. Ce sont des niveaux qui ne lui font pas peur. Aujourd'hui, il a cette chance et cette opportunité donnée par Montpellier Hérault. À partir du moment qu'il finit cette saison et qu'il puisse préparer la saison prochaine, et quand je dis préparer, je pense qu'il aura son mot à dire en termes de recrutement, et c'est des garanties qu'il a dû avoir avec la direction. Il va préparer une équipe pour essayer de faire les résultats les mieux possibles dans cette division qui est difficile, mais il le sait. Il le sait. C'est le moment où je voulais rebondir là-dessus parce que c'est un aspect qu'on a abordé aussi. On a enfin un entraîneur ici qui a pas mal de réseaux, comme tu dis, pour le recrutement. Et donc, en gros, est-ce que tu penses qu'il va nous ramener quelques titis parisiens que vous aviez eus, ceux qui jouent pas à Manchester ou à droite à gauche, les grands, mais est-ce qu'il va nous ramener quelques titis parisiens ici dans le recrutement? C'est possible, ça c'est une liaison qu'il ne peut pas couper avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, il fera venir des joueurs qui répondront au contexte du Montpellier Hérault et qui surtout puissent apporter quelque chose une plus-value à l'équipe. Ouais, c'est ça aussi. Il y a des questions sur le chat. Il y a Julie qui disait niveau prépa physique, est-ce qu'il a un prépa avec qui il aime bosser? J'imagine que oui. Momo, est-ce que tu sais? Je ne sais pas si je peux te poser la question, Momo, parce que je ne te l'ai pas posée avant quand on a échangé pour cette émission, mais est-ce que Momo Chacha va débarquer à Montpellier aussi, peut-être un jour? Non, c'est ce que j'allais dire. Et ça me tourne bien, il a dit. Ouais, non. Momo, c'est très haut niveau, formation. C'est trop haut niveau pour Montpellier, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Je viendrai en courant, tout pas plus il m'appelle. Non, ça fait 2 ans qu'on a moins de contacts, depuis que j'ai quitté le PSG pour diverses raisons. On se sait, on s'apprécie, je l'apprécie énormément. Maintenant, vous savez, quand vous passez le BEPF, vous devez présenter un projet sportif, un projet de jeu. Et quand vous présentez votre projet sportif, vous devez aussi présenter le staff que vous voudriez avoir si vous êtes entraîneur numéro 1. Donc lui, il a déjà en tête des noms à certains postes. Je sais qu'il va faire intervenir quelqu'un au niveau de la performance pour améliorer ce domaine athlétique et aussi préparer la saison prochaine, puisque c'est quelqu'un qui utilise aussi beaucoup le ballon, donc qui amène beaucoup de différences sur les préparations athlétiques. Mais il a son staff en tête. Aujourd'hui, si vous voyez, il y a Ghislain Printemps qui l'accompagne. Ghislain, pour une anecdote encore, c'est quelqu'un qui est venu nous voir une semaine quand j'étais au PSG avec Papus et qui a observé Papus préparer le quart de finale de Youth League contre Salzbourg. Et Ghislain, il avait déjà décelé il y a 3 ans une haute capacité à entraîner à un haut niveau. Maintenant, il a pris un jeune formateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui anime un peu les séances d'une façon assez active. C'est aussi quelqu'un qui aura un lien et des yeux sur la formation au Montpellier Hérault. Et au Montpellier Hérault, je pense qu'il y a certains jeunes qui ne sont pas très loin pour arriver chez les pros. Et ça, j'espère que Papus leur donnera leur chance. Et oui, bien sûr. En effet, il a aussi pris Vitorino Hilton. Enfin, en fait, il conserve le staff actuel jusqu'à la fin de saison et puis il apportera les modifications durant l'été. Mais Vito, qui était à Clairefontaine cette semaine d'ailleurs pour sa formation également, qui sera de retour demain à Montpellier, fait bien partie de l'aventure et du bateau Papus jusqu'à la fin de saison. Ghislain également, en effet. Messieurs, est-ce que vous aviez une dernière question à poser à Momo avant que je le libère et que je libère tout le monde pour aller voir la Ligue des Champions? Non, moi, Momo, franchement, il m'a appris beaucoup de choses sur Papus. Ouais. Ouais. Très intéressant. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il sait pourquoi Papus? Ouais, c'est pas... Pourquoi le surnom Papus? Pourquoi le surnom Papus? Non, du tout. Du tout. C'est la grande énigme. Vous lui poserez la question directement. Ouais. On lui posera la question en effet. Je savais de toute façon qu'en invitant Momo Chacha, qui a bougé son emploi du temps pour être avec nous ce soir, je savais que ce serait hyper intéressant parce que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai connu au Havre en effet, qui a bourlingué, qui a fait beaucoup de grands clubs et qui est un formateur reconnu. Et donc on a vu ce soir avec les anecdotes et le portrait robot de Papus Camara, c'était passionnant. Momo, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. À très bientôt, à une prochaine. Salut Momo, merci beaucoup. Au revoir. Quelques derniers messages sur le chat. Il y a Jesse là qui nous disait allez Momo avec nous. Il y a Baramine qui nous dit c'est magnifique. Monsieur Jeu de mots qui nous dit pas de réponse donc sur le surnom. On n'en saura donc pas plus. Bon, voilà, pas plus que ça. Voilà. Ça, c'est Baramine, c'est Titi, ça. C'est Titi, ça. C'est Thierry avec... Thierry.
Il y a Lucas également. Hier, j'ai regardé Arsenal-Real. J'ai dû me mouiller la nuque, mais malgré ça, j'ai fait 2 malaises et une syncope. Les arrêts de Courtois, le jeu, la projection vers l'avant et ces 2 coups francs. Mon Dieu, quel football. En tout cas, messieurs, le mot de la fin avant de vous libérer. Les 33, Benji, je sais qu'il doit filer. C'est qu'en tout cas, je le lis sur les réseaux, je le ressens, je pense que vous le ressentez aussi. Cette fin de saison est quand même un petit peu plus palpitante. Alors, on sait qu'on est condamné, mais le fait que Papus Camara arrive, moi, je prends ça comme une bouffée d'oxygène, comme un bol d'air. La conf hier m'a fait plaisir. Je pense qu'elle a fait plaisir à beaucoup de supporters. Et voilà, on retrouve de l'intérêt. On retrouve. C'est la fameuse bougie. Elle est pas pour la fin de saison et pour se sauver ou pas, mais elle est quelque part allumée. Même pour nous, Bébert, on va pas se mentir que les émissions le mercredi, c'était redondant et tout ça. Mais là, moi, j'ai hâte de voir la compo Angers ce week-end parce qu'il a dit qu'il allait faire des choix, des entretiens. C'est ce que je te dis, alors les entretiens individuels. En fait, tous les joueurs du MHSC actuellement, tous les jours à Gramont sont à l'essai. Ils sont à l'essai, ils vont devoir faire leur preuve à un nouvel entraîneur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va enfin voir ce qui se dessine, qui met de côté, qui écarte. Parce que là, ce qui est bien, c'est que contre Angers et même les 6 derniers matchs, les compos qu'on va analyser, en fait, on va les analyser et on va se projeter sur la Ligue 2 en disant, si lui, il n'a pas joué un match sur les 6, déjà, tu sais que c'est terminé la saison prochaine. Donc, c'est vrai que pour nous, en tant que suiveurs aussi, c'est vachement intéressant d'avoir du sang neuf et de voir les choix qui vont être faits. C'est important pour nous aussi. Je suis complètement d'accord. Et hier, en fait, sa nomination, ça redonne de l'attrait pour cette fin de saison, de la curiosité. Pour demain, on a fait un article sur l'inattendu retour du sourire. Non, mais parce qu'on s'y attendait pas. On avait l'impression de s'avancer vers 2 mois d'agonie à plus savoir quoi voir et quoi attendre de cette équipe. Là, on a hâte de voir des choses. Et quand je dis ça, c'est pas une critique à l'égard de Jean-Louis Gasset, on en a parlé tout à l'heure. C'est que ça redonne, il y a une espèce de peps là, et sa conf, elle va dans ce sens-là. Il y avait une espèce de fraîcheur chez Zoumana Camara qu'on a envie maintenant de voir sur le terrain parce qu'il y a les mots et puis on attend des actes. Il y en a eu beaucoup de mots cette saison et pas beaucoup d'actes, donc on a envie de voir ces 2 mois. Et nous, on a eu les mots depuis 19h et l'acte maintenant, c'est de se déconnecter. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir dans le Montpellier Sport Club, 8e numéro. Replay, podcast, YouTube, vous savez désormais, vous faites passer le message. Merci à tous pour le chat ce soir. C'était très, très sympa. Merci à tous vraiment pour les messages, pour les encouragements. Vous êtes heureux d'avoir cette émission, c'est tant mieux. On est heureux de la partager avec vous. Benji est dans le noir désormais. On dirait Guillaume Klein l'autre jour de l'AFP. Merci Maxime Reynaud. Merci à tous. Midi libre, évidemment, vous lisez, que ce soit le papier ou que ce soit sur le web, le print, ou alors je sais qu'il y a des termes un petit peu dans la presse. C'est ça. Merci en tout cas, bravo Max pour le boulot cette semaine, merci Benji. La semaine prochaine, on a déjà nos invités, je peux vous annoncer qu'on sera notamment, pas que, il y aura plusieurs invités, grosse émission aussi, on sera dans le premier match, on commentera le premier match de Papus Camara, donc il y aura beaucoup de choses à dire, et on aura notamment Patrice Garande, ancien Payadin. Ancien entraîneur du Stade Malherbe qui avait d'ailleurs lancé Andy Delors. On lui demandera s'il jouait déjà au paddle. Il y aura également figure de la Ligue 2. Figure de la Ligue 2. C'est pour ça aussi qu'on l'invite. C'est qu'il va nous dire à quoi ressemble la Ligue 2 et ce qu'il pense de ce que Papus Camara va pouvoir mettre en place dans ce championnat. Cédric qui nous dit le MHR jamais. Bien sûr que si, on va faire le MHR. On a fait le MHB ce soir. Allez, bonne soirée à tous. Bon match de Ligue des Champions. Régalez-vous, on a retrouvé du cœur à l'ouvrage et on est content. Merci à tous, à bientôt. Ciao.